Bienvenue dans cette nouvelle série de Hands-On, 3e épisode. Ce plateau est stylé. On a Tony Gorez, je vous annonce. Ce que je propose, c'est que je fais un petit tour de table et ensuite je vais se présenter. Yes. Donc je commence par l'invité déjà. Okay. Tony Gorez, qui est Tony Stylé. Je dis ça parce que je le suis depuis moi-même un moment sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup ses podcasts et que je les trouve énormément et vraiment stylés. D'ailleurs, je te suivais d'ailleurs à l'époque, je t'ai connu via ta chaîne Twitch. Ok. Où tu faisais des lives en fait, où tu développais en Node à l'époque, il me semble. C'était ouais. ça. Donc, et on a James Emery, founder de Yield, on ne le présente plus. Je vous laisse vous présenter à votre tour pour essayer d'un peu de comprendre qui vous êtes. Et, tu commences, je commence. Je t'en prie. Merci. Go. Donc moi je m'appelle Tony. Tony Go sur les réseaux, mais mon nom c'est Tony Gorez. Je suis ingénieur, software développeur, bidouilleur. Mets le mot qui te plaît. Je fais ça depuis 2016, 2017. J'ai commencé un peu en essayant, puis après c'est devenu mon travail. Voilà, je suis papa de 2 enfants. J'aime beaucoup courir. J'aime beaucoup faire des recherches. Et voilà, in a nutshell. Ok. Donc James, fondateur de Yield Studio. Je suis dans la tech depuis tout jeune. J'ai toujours fait ça, donc passionné de tech, notamment de craft, de qualité, tout ça. Donc voilà, hâte de te découvrir à travers ce podcast. Cool. Et t'as quel âge sans indiscrétion ? J'ai 23 ans. Et t'es CTO ? C'est ça. C'est bien. C'est un bon début. C'est un bon début. Cool. Ça m'impressionne toujours. J'avais aussi entendu une boîte une fois où il y avait un CTO de 17 ans. Je ne me rappelle plus qui c'était. J'ai toujours été fasciné par la capacité que quelqu'un de jeune peut avoir en fait à venir et à monter un truc. Et je trouve ça trop stylé. Ouais, félicitations. Ça casse pas mal de croyances en vérité. Exactement. Ça montre que mais c'est possible. C'est un vrai sujet parce qu'on en parlait hier. Ouais. Et on se disait en fait entre guillemets, cette naïveté que tu as quand tu es jeune à faire des choses un peu culottées, et tu l'as pas forcément quand tu crois avoir de l'expérience. Exactement. Parce que tu as pris pas mal de casseroles, tu as pris pas mal de problèmes. Beaucoup de peur, tu les accumules et en fait tu perds un peu cette naïveté de te dire écoute, je le fais en fait. Yes. Je le fais et peu importe les conséquences, et finalement ça touche dans le mille beaucoup plus souvent qu'on peut le ça donne une énergie aussi au groupe qui est derrière, je pense, qui est tout autre. C'est ça. Que quand tu as quelqu'un qui vient d'un vieux establishment ou qui a bossé dans des grands groupes et puis il arrive, il est CTO avec une bande de jeunes autour de lui et là... T'as pas la même dynamique. Ouais, c'est clair. Ça permet aussi de voir que dans notre milieu, on est quand même dans un milieu assez particulier où tout s'arrête pas à l'âge, à l'expérience. Exactement. C'est assez... Ouais, c'est cool. Et à l'inverse, c'est aussi, juste pour... désolé. Thomas, à l'époque, quand j'ai travaillé avec Thomas Gentilhomme... professionnellement, il y avait un gars dans l'équipe qui avait été pris en stage et il avait 40 ans. Et Thomas avait accepté, il l'avait pris, il l'avait coaché et tout. Donc pareil, tu vois, il y a ce même truc en fait, c'est particulier au point qu'en fait, tu peux prendre quelqu'un de très jeune qui va occuper une très grande place et puis tu peux avoir quelqu'un qui veut se remettre à coder, qui va repasser par le stage à 40, 45 ans. Et ça, je trouve ça assez formidable. Ouais, Ah mais carrément. Et c'est juste une histoire souvent d'avoir la tête bien faite parce que même chez nous, tu vois, Gab, c'est un des plus jeunes aussi chez nous. Pourtant, c'est un des meilleurs profils qu'on peut avoir. Donc, c'est ça. Yes. Donc Gabriel Hamel. On l'aura un de ces jours dans le podcast parce que c'est des profils assez atypiques. Et, carrément atypiques même. Carrément atypiques. Est-ce que... moi, je suis très curieux. C'est vrai que vous avez des parcours finalement très atypiques tous les deux. Tony, j'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours, en fait, comme tu veux, comme tu le sens. Et on essaiera de rebondir si jamais il y a des sujets qui nous interpellent. Mais est-ce que tu peux nous faire un peu un dessin de ton parcours ? En fait, moi, après le bac, j'ai fait des études pour être ingé son. Salut la régie. Ça, c'est ce que je voulais faire. J'étais beaucoup dans le milieu de la musique et tout. Donc j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et en fait, ce côté où il n'y avait pas beaucoup de boulot, c'était un milieu un peu compliqué, m'a vite... dégoûté, du moins je sentais qu'il fallait que je retourne à l'école. Donc après j'ai fait un master et finalement je me suis retrouvé à faire un master en e-business, donc rien à voir avec la programmation. J'étais major de promo,
Ça, c'était le truc cool. Et j'ai atterri dans une boîte d'abord qui s'appelait Full Six. J'ai fait mon stage de fin d'année, c'est très bien passé. J'ai été embauché dans une boîte qui faisait un SaaS, qui était un SaaS à des fins marketing. Donc, comme moi, j'avais ce parcours marketing, ils étaient contents de me prendre. Mais il y avait des techs dans la boîte, du coup. Et du coup, moi, j'aimais déjà un peu le développement. Je commençais un peu à coder déjà quand je faisais mon stage, justement, dans cette agence, tu vois. Full Six. Full Six, ouais. Je connais. C'était, Ouais. j'ai bossé dans une boîte qui s'appelait Equino. Coucou Equino. Equino, super boîte. C'était la star de Full Six à l'époque. Exactement, J'avais des ouais. copains, moi, qui étaient chez Equino. Moi, j'étais chez Full Six Search. Donc, voilà. Ok. Et il y avait ce truc-là un peu où j'avais envie. Donc, je commençais le week-end, le soir. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, je vais tenter, en fait. Je travaillais beaucoup avec les techs dans cette startup-là. Et il y avait certains qui ont été mes mentors. Nourri, Geoffrey, Vivien, qui m'ont aidé un peu de manière différente. Et Vivien qui m'a trouvé mon premier job, en fait, finalement. Dans une autre boîte, puisqu'il a quitté la boîte. Et la boîte où il a atterri, il m'a ramené, en fait, en gros. Et je me suis formé en faisant plein de choses. Puis un jour, je me suis dit, je vais faire une formation React. Parce que je comprenais, alors je savais que je n'étais pas un excellent codeur, mais je comprenais que React s'était demandé. Donc je dis, si j'arrive à poser React sur la table, je vais trouver un job. Et c'est ce qui a marché. Donc j'ai fait une formation sur Codecademy qui s'appelait Build Front-End Application from Scratch. C'était en quelle année ça du coup? Si j'ai du mal à resituer, je suis désolé, j'essaie de le faire depuis tout à l'heure. C'était en 2017. Ok. C'était en 2017. C'est récent en fait. Ouais, c'est récent. C'est récent. C'est ça qui est. J'étais déjà, en fait, fallait que je rentre pas- dans la vie active. Et je me rappelle, ma femme, ça la rendait ouf de voir que bah, quand on finissait de regarder le film, elle allait au lit, puis j'allais devant l'ordi. Que le matin, je me levais, j'allais devant l'ordi. Que les week-ends, je passais la moitié du week-end devant l'ordi. Et je me souviens que, d'ailleurs, c'est bête comme anecdote, mais je préfère le dire, ça fera plaisir à ma femme. Quand j'ai eu mon premier job, ma femme m'a acheté une PlayStation pour me dire c'est super et tout, machin. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce qu'elle me disait, ouais, je m'en rendais pas compte, tu dépensais tant de nuits, etc., tant de temps, on se voyait plus. Puis finalement, bah, maintenant, ça va redevenir normal. Et je suis content de ces sacrifices parce que j'ai trouvé le plus beau métier du monde, quoi. C'est intéressant que tu dises, que tu rentres dans ces détails-là d'implication et de sacrifices que tu as dû avoir en fait dès le départ. Parce qu'on va poursuivre, je vais te laisser poursuivre Ok. le dessin de ton parcours et on va être capable de se rendre compte que tu n'en es pas là aujourd'hui par hasard en fait. C'est là où c'est intéressant. Ouais, c'est que tu as sacrifié pas mal de temps et tu as investi beaucoup d'énergie en fait dès le départ. Ouais. Et de manière stratégique, je note. Je sais pas si c'était. Alors, il y avait un peu de stratégie, mais c'est surtout que je me rendais compte que j'avais pris beaucoup de retard. J'aurais pu m'intéresser à l'informatique à 12 ans, parce qu'il y avait des copains qui le faisaient déjà. Mais je me disais, vas-y. Il y avait une espèce un peu de flemme d'aller se confronter à un truc. Déjà, t'es à l'école, moi j'ai fait parcours scientifique, j'avais plein de devoirs, je comprenais pas tout, c'était dur. Donc le moins je pouvais en faire, du coup, le mieux je me portais. Et après, il y a eu ce shift là où je me suis rendu compte de l'écart. Et là, j'ai su que le seul moyen d'y arriver, c'était au moins de me dire, j'ai tout donné. Parce que si c'est pour essayer et que finalement, t'as pas tout donné, quand après tu vas te dire, ouais, bah, j'ai essayé, j'ai pas réussi, tu pourras pas te regarder dans la glace en te disant, oui, mais j'ai vraiment tout donné, je me suis pris un mur et voilà. Là, du coup, j'avais plus d'excuses. Et suite à ça, du coup, j'ai atterri dans une boîte qui s'appelait Amplement. J'ai fait du front-end pendant 1 an et demi avec une équipe super qui m'a coaché, qui m'a accueilli. Après, je voulais faire plus du back-end, full stack et tout, et eux, ça les arrangeait pas trop. Du coup, je suis parti chez Payfit. Et là, j'ai travaillé du coup sur la plateforme low-code de Payfit qui s'appelle Jetlang, qui est un genre de DSL qui permet aux personnes qui sont de la paye d'écrire des règles de paye sans avoir à coder de JavaScript, et aux gens de la team qui sont des codeurs de ne pas avoir à toucher aux règles de paye. Ce qui permet d'ailleurs de scale assez facilement parce que tu peux ouvrir un nouveau pays, chaque pays écrit ses règles et voilà. Donc j'ai bossé sur Jetlang Platform pendant aussi 1 an et demi. Petite question, pour aller chez Payfit, tu as fait comment? Tu as dû passer le process pour aller chez Payfit était cool. Voilà, parce que là on dit déjà Payfit, Ouais. c'est déjà une boîte assez connue, reconnue. Sur le CV, c'est pas mal. Ouais. Tu as fait un gros jump quand même, finalement. Tu as fait un gros jump. Ouais, c'était un gros jump de salaire aussi à l'époque. S'il y avait cette force de frappe de pouvoir proposer des trucs 4-5K au-dessus de la moyenne. Au-dessus du marché. Ouais, ils étaient forts. Et après, moi, c'est pas pour ça que je suis parti chez Payfit entièrement. Il y a d'autres choses, je pourrais en parler après. Mais le process, c'était premier call avec le recruteur classique. Ensuite, call avec celui qui allait être mon manager. Il parle de programmation fonctionnelle, tout ce qui est les itérateurs en JS, parce qu'ils faisaient beaucoup de Redux et tout ça à l'époque.
Donc c'était important de parler des trade-offs que ça peut amener, mais pourquoi on le fait finalement, pourquoi on utilise des fonctions pures, pourquoi ceci, pourquoi cela. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais combien d'années d'expérience? Parce que c'est 1 an et intéressant. demi. Voilà, tu avais 1 an et demi, tu rentrais déjà sur des sujets un peu quand même. J'essayais. Voilà, tu commençais quand même où tu savais de quoi tu... Enfin, tu Je- pouvais aborder des sujets Ouais. assez complexes, assez avancés en JS. Le scope du moins. front-end de l'époque, on arrive au début des hooks dans React. Donc c'est tout nouveau. Quand tu parles des hooks, on te prend pour un ouf. D'ailleurs, dans la codebase chez Payfit, il n'y en avait aucun. Quand je suis arrivé dans la codebase où moi je travaillais, c'est un truc qu'on a introduit. Et donc après ça, tu avais un hands-on coding avec Renaud, du coup, qui était le dev senior de la team, qui avait fait beaucoup de C++. Ça a eu beaucoup d'influence sur ce que je fais aujourd'hui, je pense. Test technique que j'ai réussi, je pense, à 83%. Il fallait faire passer des tests. Il y en avait un qui passait pas. Lui-même, il savait pas pourquoi ça passait pas. Il m'a dit, bon, ils m'ont dit que c'était good, quoi. Puis c'était un test d'algo sur un truc récursif. Et après ça, il y avait des rencontres avec des managers un peu plus haut. Donc, il y avait le directeur of engineering, deux PM que j'ai rencontrés, le PM de ma team et un autre PM pour qu'ils se fassent bien un avis. Mais ils m'ont fait ça d'une traite, tu vois. Je crois que je suis resté 2 heures, j'ai fait 30 minutes les 3 rendez-vous, 30 minutes le live coding. C'est intéressant là. Sur la partie testing, je m'arrête juste sur ce vas-y. point-là. Tu penses que tu l'as passé parce que tu étais préparé ou tu penses parce que tu avais un bagage scientifique, comme tu l'as dit tout à l'heure, et tu avais, on va dire, le cerveau bien fait et que tu t'es dit, bah, j'ai pu quand même, grâce à mes capacités, aller au-delà de ce test technique et je m'en suis sorti et j'ai pu rentrer chez Payfit. Ou tu penses que le travail en amont a payé en fait ce jour-là? Ouais, je pense. C'est les trucs, les side projects, le fait de faire un peu d'algo à droite, un peu à gauche, d'avoir ce truc un peu curieux. C'est des tests principalement d'algo, du coup. C'était Pas un test forcément, récursif. sur la techno ou quoi. Non, c'était du pur JS, du JS browser, je me rappelle. Pas de Node. Et c'était fallait pareil, avec des loops, des trucs comme ça. Puis il fallait mettre la récursif au bon moment. Donc moi, je l'ai mis assez tôt. Après, je m'étais foiré sur une propre partie parce que t'es dans le stress un petit peu. Il m'a dit non, ouais, t'as juste à changer ça. Et boum, ça faisait passer une grosse majorité des tests. Il voyait rien dans le code qui faisait que les autres tests passaient pas. Donc il m'a dit écoute, pour moi, le code il est parfait, c'est très bien. Ok. Et voilà. Et après, dernier truc, c'est le barbecue chez Payfit. Donc en fait, ils avaient un dernier étage. Déjà, le nom, il fait flipper. Hein ouais, bah c'est en fait, je sais plus comment ça s'appelle le barbecue quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a plein de payfitters du coup qui sont là-haut. Ils jumpent les personnes qui sont arrivées du coup au dernier round. Et tu dois parler avec les gens. Et puis après, bah, ils veulent voir comment tu socialises, comment tu t'entends avec les gens, des gens de ton équipe, des gens qui sont pas de ton équipe. Tu vas avoir un gobelet de couleur pour dire que tu n'es pas encore un payfitter. Et du coup, bah, le but c'est de discuter, de voir si tout se passe bien. Et puis à la fin, ils te font une offre, quoi. Et t'as été à l'aise avec cet exercice? Ouais, C'est vrai? c'est un truc que j'aime bien faire. Ok. Ouais, donc c'était cool de discuter avec pas mal de gens. C'est là où je me suis rendu compte aussi, et je crois que c'est ça qui m'a fait aller chez Payfit, parce qu'il y avait une espèce de petit compilateur chez Payfit qui était en train d'être fait. Il y avait des gars qui étaient des grosses brutes dans cette équipe-là. Et j'avais une autre boîte qui me proposait aussi, ils m'ont appelé pour faire un truc pizza. Et les discussions avec les gars de la boîte là-bas, ça n'a pas du tout fait. Et avec Payfit, ça l'a fait. Je crois que c'est ça aussi qui m'a... Il y avait une petite 3 cas d'écart sur le salaire, mais c'est pas ça qui m'a fait choisir Payfit. C'était le fait que j'allais bosser avec des gens qui avaient cette grosse culture du software qui me plaisait, quoi. Et à quel moment, toi, tu as découvert justement ces principes de qualité, etc., le craft à quel moment c'est arrivé C'est arrivé chez Payfit. Au début, la qualité pour moi se résumait à essayer d'écrire des tests quand tu fais des choses. Chez Amplement, personne n'écrivait de tests. On me reprochait de pas en écrire, mais j'avais pas trop d'exemples. Donc ça m'avait un peu frustré. Quand je suis arrivé chez Payfit, etc., juste avant, là, donc il y avait un mois de battement, j'ai acheté la formation de Ken Sidot, JavaScript Testing. Je l'ai broyé. Et quand je suis arrivé chez Payfit, j'ai ajouté des tests partout. Dès que je faisais un truc, c'était obligatoire. TDD est encore très flou dans ma tête. Pour moi, TDD à cette époque-là, ça veut dire test first. Ce que je vais comprendre après qui n'est pas le cas, mais j'en suis au niveau de la maturité du craft, voilà, ça se résume à ça. Et donc, je m'exerce à nommer les choses, essayer d'abstraire le plus simplement possible et à tester. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de guilde qui se monte chez Payfit de qualité, qui était présidée à l'époque par Thomas Rock plutôt. Et donc, du coup, je me retrouve avec ces sujets. On essaie de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil de qualité? On a de l'analyse statique. Est-ce qu'on peut pas, au niveau de la boîte, les standardiser pour que tout le monde ait les mêmes configs ESLint, les mêmes configs TypeScript avec des choses un peu pertinentes, bah, on va faire une
une config TypeScript en dev qui est assez permissive, ce qui fait que la compilation passe quand même, mais elle va moins l'être. On va compléter du coup avec des règles SLint pour quand même avoir la feedback loop, mais pas être bloqué quand on code, etc. Je trouve ça intéressant comme évangélisation. Ouais. J'aime bien cette approche-là, c'est ce que j'ai déjà fait. Et du coup, je comprends qu'en fait, ouais, la qualité, c'est un truc et tout. Jusqu'à ce qu'il y ait un gars qui jump dans l'équipe qui s'appelle Lionel. Mais finalement, déjà, ça s'instaure petit à petit. Exactement. Déjà, c'est ça qui est intéressant. En fait, Mais non, excuse-moi, je te coupe. Avant ça, Bon. chez Payfit, il y avait une culture de la qualité ou pas? Parce que c'est intéressant. alors, là où j'étais, on est vraiment sur la partie cachée de Payfit, donc le Jetlang Engine, Jetlang Runner. Écrire un langage qui va aller résoudre des règles, que s'il y a des cycles, il va utiliser le théorème du point fixe ou je sais pas quoi, machin, tu te retrouves avec une code base qui est très dure à comprendre. Qui a été fait à un moment où Payfit allait très très vite. Donc grosse complexité parce que c'est pas rien d'avoir un engine. Et beaucoup de deadlines parce qu'on est Payfit et on veut avancer. Donc quand moi j'arrive, le code il est dans un état. Il y a des parties, il y a même des parties du code que personne veut toucher. Il y a même des blagues à l'époque. Un truc qu'on appelait le hold runner. Et c'était genre, t'avais un trou, t'avais des cases, et à la fin t'avais marqué hold runner, c'était la case la plus basse, t'avais une tête de la mort, Don Godère, ou un truc comme ça, et c'était le même chez Payfit pour s'envoyer tous pour dire, bon, bah, quand tu dois aller toucher à cette code base là, c'est mort ou vif, quoi. Donc il y a pas, ils sont vachement dans un truc de produire, d'y aller, etc. Et au contraire, il y a des gens qui arrivent et qui commencent à se dire, là, c'est un peu la merde, il faut qu'on essaie d'instaurer des règles. Donc c'est ça l'état, en fait. Ok. La culture d'engineering, elle est. T'as les mecs qui sont très forts d'un point de vue computer science, algo, etc. Donc Mais individuellement. niveau craft, il y a deux, il y a Mathieu Guénassia et Lionel. C'est les deux qui, eux, moi, m'ont dit, attends, on peut faire différemment. Le TDD, ça veut pas dire simplement test first. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne, je me fais un peu de promo, où Lyoda fait une présentation du TDD. Et suite à ça, j'ai lu un bouquin qui s'appelle TDD ou C++ ou un truc comme ça, qui est un bouquin de ouf que je recommande. Je vous filerai le lien. Et là, j'ai commencé à comprendre, ok, comment ça peut se passer effectivement d'avoir un design qui va être drivé par les tests, et c'est pas simplement une couverture pour se sauver les fesses. Voilà. En fait, c'est là que ça a commencé à venir pour moi. Après, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. D'accord, au ok. global. Et après, je t'ai poursuivi ton Payfit, Ouais. donc Payfit c'était bien, il y avait des petites choses que j'ai eu 2-3 couacs niveau management, 2-3 fois. Ok. L'envie de passer freelance aussi venait, ils n'étaient pas chauds pour me suivre sur ça, donc mon moment j'ai cuté et je savais pas quoi faire. J'ai pas trouvé mon prochain Payfit si tu veux. Donc je décide déjà, bon, peut-être me mettre en freelance, pourquoi pas. Donc je me mets en freelance et là il y a Thomas Gentilhomme. Alors, c'est pas vraiment passé comme ça. Il y avait un gars que j'admirais qui s'appelle Macintosh. Ça vous parle? Pas du tout. Ouais, c'est Français? un Bah. contributeur Node du début de Node, qui est l'inventeur d'une série de librairies qui s'appelle Hypercore, qui te permet de faire du peer-to-peer, mais full JavaScript. Donc lui, c'est vraiment un mec que j'admirais à fond dans l'open source, etc. Il cherchait un poste, donc j'ai fait tout le process de recrutement avec eux. C'était assez... Je me suis retrouvé, je me rappelle quand ils ont ouvert les caméras, il y avait Macintosh, donc déjà qui est une brute pour ceux dans l'écosystème Node, c'est vraiment... Ouais. Parle de Macintosh à Thomas, tu vas voir, il tremble. Et Marc-David Clément, qui est un autre gros contributeur Node, qui a fait plein de paquets qui sont très connus, package Node qui sont très connus, et je voulais lire de tête. Et donc c'était très dur de me poser des questions en React que je pouvais même pas répondre. Français à ce moment-là ou c'est Non, full anglais. Full anglais. Hein. Premier Ok. entretien full anglais. Je me rappelle, j'aurais fait une vidéo pour me présenter, j'avais vraiment tout misé sur le truc. Et finalement, ils ont préféré de prendre quelqu'un d'autre, au final, donc ça s'est pas fait. Et à ce moment-là, il y a Thomas qui me dit, bah écoute, nous on cherche du monde, si t'as envie de venir bosser avec nous. Et je me dis, bon, comme c'est pas encore défini, il faut bien que je retrouve un boulot. J'ai envie d'aller bosser avec Thomas. Et du coup, j'ai fait du freelancing pendant, je crois, 5-6 mois avec Thomas chez MyUnisoft. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Et suite à ça, moi, j'aimais bien bosser avec Thomas, mais toute la partie de domaine, la compta et tout, je crois que voilà, c'était pas vraiment fait pour moi, Ok. ça me galvanisait pas. Et je reçois un mail d'une recruteuse Postman qui dit qu'elle a vu que j'ai contribué sur Babel 2-3 fois et qui serait intéressée pour montrer une équipe développeur productivity chez Postman et que si je suis chaud, je peux passer les entretiens. C'est intéressant. Donc,
T'as été. Ça répond à la question que tu voulais poser tout à l'heure. Après, tu as été approché par rapport à une contribution. Il devait avoir un gros script de cochon, à mon avis, qui devait aller regarder des contributeurs récents, contributeurs, voilà, et envoyer des mails. Et c'est tombé sur moi. Alors, je sais pas qui a fait ça là-bas. J'ai essayé de savoir après coup, j'ai jamais réussi à savoir qui. Il se rappelait plus ou il savait pas. Je pense que c'est un script, hein, en gros, où ils vont trouver des contributeurs sur des projets de la stack Postman en disant bah tiens, si on les ramène, voilà. Ok. C'est comme ça que ça a commencé le périple des 8 entretiens Postman. Ok. Voilà. 8 entretiens Postman, malgré qu'ils viennent te chercher. Ouais, donc C'est à répondre à ta question tout à l'heure. Ok. Et la question sous-jacente qui est est-ce que je peux dire je veux pas faire de test technique et tout, ça existe. Ça existe. C'est pas encore à ma trempe. Il y a encore. Ok. Donc, tu as passé des tests techniques chez Postman. J'en ai passé 1, 2, 3, 4. 4 tests techniques. Le process que tu as apprécié dans l'ensemble ou qui était globalement. Horrible. Mais c'est pas horrible parce que c'est le process qui est horrible. C'est horrible parce que c'est la première fois que je me retrouve face à un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Que j'ai donné beaucoup de temps dans l'open source, etc. Et que j'ai peut-être une estime de moi-même qui me dit à ce moment-là, bah, il devrait me faire confiance. Et ça me remet dans ma zone d'inconfort, si tu veux, à me dire, bon, bah, va falloir prouver. Donc j'ai eu quoi comme entretien ? J'ai eu un premier entretien, c'était System Design. Donc il m'a montré un component de Postman. Il m'a dit, tiens, design-moi, comment tu le ferais ? D'un point de vue totalement macro. J'ai eu un interview, c'était comment tu designs des librairies JavaScript, donc des modules NPM. J'ai eu un autre interview technique, c'était des questions, avec une tech lead de là-bas qui te pose des questions sur JS, des questions sur le web, sur HTTP et tout. Et voilà, jusqu'où elle peut aller, quoi. Et le dernier, c'était un hands-on coding, où je devais coder un component en React. Et c'était un component avec de la récursive. Ok. Et je pense que là, je les ai fumés, parce que j'arrivais avec une config préfaite, j'avais préparé mon geste, et je l'ai fait en full TDD devant eux. Et je pense que le mec, il devenait ouf. Ouais. Et du coup, ça a bien fonctionné. Après, ils m'ont fait une proposition. Après, ils te font un dernier call pour te dire si on te fait une offre, l'acceptes-tu ? Parce qu'ils veulent être sûrs. Combien tu voudrais, etc. Patati patata. Et ça a pris un mois, hein, tout ce process-là. Okay, ouais, donc et à la fin, c'est assez long quand même. Ouais, et à la fin, il y a un mec qui vient, qui était l'espèce de head of people, qui dit voilà, on te propose tant avec tant pour les BSPCE, tant pour ton salaire, tel avantage, tel truc, tel machin. Et c'était au-dessus de ce que j'avais demandé, bien évidemment. Ok. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et après, je suis rentré chez Postman de cette manière-là. Et j'étais content quand c'était fini. Franchement, un ressentiment de ouf. De ça y est, c'est validé, quoi. Ouais. Ouais, parce que c'est éprouvant. Même et si nerveusement, t'as dû prendre cher pendant un mois, quoi. Ouais. L'ascenseur émotionnel. Ouais, franchement, il y avait 2 entretiens que j'essayais de commencer, mais c'était pas non plus, tu vois, j'étais pas très motivé. J'ai rencontré une autre boîte qui s'appelait Ponycode, qui faisait un test qui faisait un outil pour écrire des tests avec de l'IA, un truc comme ça. J'avais bien accroché avec le CTO et tout, mais j'hésitais à faire le test technique parce que j'arrivais à la fin du truc Postman. Et puis voilà. Et puis t'avais déjà un peu ta direction, t'avais déjà un peu ton idée, tu savais déjà un peu ce que tu voulais. Je pense que Postman, ça correspondait bien parce qu'il y avait des moyens, etc., que j'allais pouvoir être sur un gros produit, avec beaucoup d'ingénieurs surtout. Parce que les développeurs, je crois qu'ils sont plus de 250. Puis ça reste un software pour les techs, donc in fine, c'est une boîte tech avec, j'imagine, une bonne culture tech. Ouais, bien sûr. Ça, c'est toujours intéressant. Tout n'est pas parfait, comme dans plein d'endroits. Postman, c'est aussi une boîte qui grossit vite, donc qui a dû faire aussi des trade-offs dans le design. Et c'est là où, effectivement, des fois, ça manque de craft. Dans beaucoup de boîtes, en fait. C'est-à-dire que les mecs vont faire des gros shortcuts dans le design. Mais ils vont pas l'établir comme j'ai une dette technique, j'écris sur un tableau que je dois rembourser ça parce que j'ai dû aller vite, j'ai fait un bug, j'ai signé un contrat de 1 million. Et ils vont le laisser là, tu vois. Ok, c'est accepté. D'ailleurs, je parle pas spécifiquement de Postman. Je parle de Postman, Payfit et la terre entière. Quoi. Général, c'est-à-dire que quand le nombre de fois où je me suis dit purée, c'est dommage, on établit, on fait un truc qu'on sait qui est middle. Et il n'y a personne qui ouvre un ticket pour dire on doit rattraper ça. Il n'y a aucun PM ou Head of Engineering qui va dire ça doit être priorisé au prochain sprint, on ne peut pas se permettre d'accumuler de la dette technique. Ou j'ai un pourcentage de dette technique, je ne peux pas aller au-delà. On a résorbé tant de la dette technique, ça ne fait pas partie des objectifs, c'est pas chiffrable et tout. Et donc là, il y a un truc où... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on a l'impression, enfin de l'extérieur, beaucoup de personnes ont l'impression que
cette problématique-là, tu l'as que dans les strates ou dans des boîtes. Tu le retrouves pas dans les strates ou dans des boîtes un peu d'élite. Quand je dis d'élite, c'est genre des produits un peu connus où on se dit, ok, le produit, il est bien, il est utile, donc il est forcément bien fini. Et alors en fait, c'est pas du tout le cas. Tu peux retrouver des situations un peu bancales, entre guillemets, partout, parce que finalement, c'est les humains c'est les humains avec qui tu vas travailler. Mais on en reviendra après à la Exactement. question. En fait, la problématique, c'est que, particulièrement avec le craft, c'est que si déjà tu as une équipe de direction qui n'est pas sensibilisée, Ah ça elle va pas comprendre les enjeux. Parce que, bah, déjà, d'être technique, pour moi, c'est pas un bon terme parce que on laisse à penser que ça se rattrape, mais j'y crois pas perso. Ok. Enfin, j'ai du mal à croire que la dette technique, ça se rattrape. C'est plutôt un truc qui est là et voilà, tu vas essayer de composer avec et un jour, peut-être, tu arriveras à t'en débarrasser, Ou un jour, ça te pète à la tronche. mais voilà. Pour moi, c'est plus c'est plus quelque chose que tu vas créer, ça va créer un legacy et oui, un jour, vous allez le refaire, du coup, vous allez réparer ça, mais c'est plutôt de la sensibilisation qu'il faut faire, à mon avis, aux enjeux business et comment tu allies tech et business. Mais Ouais, bien sûr. C'est à mesurer les impacts au-delà de ça. Alors moi, ce qui me choque le plus, c'est souvent s'engager dans une voie qui n'est pas la bonne. Et avant même de mesurer en fait le coût à rembourser, c'est de mesurer les conséquences de l'action en fait. Exactement. Ça me choque toujours plus. Moi, je m'arrête peut-être à ce moment-là en fait. Souvent, ok, je vais prendre une action. Ce qui moi, m'embêtait le plus, notamment chez Payfit, c'est ce déséquilibre entre la tech et le produit. Produit a raison, tech doit suivre. Produit a raison, tech doit suivre. Donc forcément, cet alignement dont tu parles, il n'arrive jamais. Et il y en a des décisions de design qui ont été prises qui étaient des erreurs. Et c'était des décisions. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que c'était des décisions tech prises par des business? Non, c'était... là, ça a été... Il y avait un head of engineering, je me rappelle à l'époque, qui postulait pour une des deux solutions, je pense, pour se montrer. C'est encore un autre problème. Ok. Et qui était une bêtise. Et moi qui suis parti des années après de chez Payfit, j'avais des feedbacks de ce service qui évoluaient très très mal. Ouais. Ok. après, Voilà. c'est une problématique humaine qui est souvent présente. Moi, je l'ai vu notamment chez certains clients. Mais des fois, tu as des interlocuteurs en face qui aussi doivent se faire une position dans leur Exactement. entreprise. Et bah, du coup, des fois, au détriment de la qualité, des objectifs du projet ou autre, vont essayer d'aller plus vite pour atteindre des deadlines qui, in fine, devraient peut-être plutôt être rediscutés ou en tout cas réévalués. Exactement. Mais c'est de l'humain. C'est... Exactement. D'ailleurs, sur le sujet du craft, est-ce que tu pourrais. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos visions à tous les deux, et en prenant vos contextes propres, donner une vision du craft. Du craft, de Craft ceux en qui- entreprise ou du- du craft en général? du craft en général et de ceux qui prônent le craft, d'ailleurs. Parce que je pense que l'un et l'autre ne sont pas Ils ne sont dissociables. pas dissociables, exactement. J'aimerais bien commencer par James, si ça ne Ok. dérange pas. Ouais, avec plaisir. Et selon voilà, le contexte, aujourd'hui, c'est que tu es fondeur d'une boîte, que je te laisse un peu donner un peu l'orientation et les convictions que tu as et que tu fais appliquer aujourd'hui dans ta boîte et pourquoi. Et puis voilà, et puis je laisserai un peu aussi Tony donner son point de vue et pourquoi pas même voir s'il y a des connivences entre les deux points de vue. Yes. C'est assez complexe comme question. D'une part parce qu'aujourd'hui, moi, je me définirais pas comme un crafteux. Le craft, c'est souvent un raccourci que je prends pour parler parce que forcément, Ça ça englobe vient tout. tout de suite parler. Mais moi, je dirais que ma vision du craft, déjà, tu as la partie qualité purement technique. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est presque une évidence qu'un code doit être testé, architecturé, suivre des patterns, des bonnes pratiques et surtout essayer de se coller aux conventions de son écosystème. Ça, pour moi, c'est ce qui va faire... je sais pas, tu prends une appli qui est dev en Node et une appli qui est dev avec un framework type Laravel ou Symfony, bah, tes enjeux de qualité ne seront pas toujours les mêmes. Tes enjeux d'architecture, oui, mais de qualité, pas forcément, parce que tu as des conventions que tu dois essayer idéalement de fitter aux technos que tu utilises. Mais pour moi, c'est surtout une problématique de comment tu vas allier justement business, tech et produit. Et c'est là, en fait, où tu vas venir retrouver cette qualité in fine. Si tout le monde est capable de parler avec tout le monde, que la tech a connaissance des enjeux business, est capable de composer avec, et surtout de les prendre en compte, c'est là que tu vas créer du dialogue, tu vas créer des choses intéressantes. Et in fine, que le business saura faire des concessions pour la tech, que la tech saura faire des concessions quand c'est nécessaire pour le business, parce qu'il
n'y a pas de taxe en business, on va pas se mentir, faut financer tout ça. Donc pour moi, c'est surtout ça l'enjeu. Après, on a les problématiques de qualité, effectivement, mais elles sont pour moi plus simples à résoudre que ces Que la problématiques-là humaines. communication. Ouais. Ouais. Ouais, c'est. On peut rien dire de. On peut rien dire de plus, j'ai envie de dire. Le truc de la communication, ouais, c'est central. Et pour moi, le craft. En fait, il y a une phrase, je crois que c'était. Je me souviens plus de son nom, si ça va essayer de me revenir, mais un gars qui faisait quelques confs, il parlait beaucoup de craft. Pas directement, mais il en parle un peu. Il parlait de dette technique, de rembourser la dette technique. Et il disait l'idéal, c'est quand tu écris ta classe, ton code, et que le gars du métier se pose à côté de toi, il arrive à comprendre ce que tu fais. Pour moi, l'excellence, c'est ça. Je suis Voilà. d'accord. Et ça rejoint ce que tu dis, parce que si le mec déjà s'assied à côté de toi du business et que vous parlez, si il arrive à lire ton écran et vouloir regarder ton IDE, c'est qu'il est ouvert à la tech. Et si toi, du coup, tu le ramènes pour voir si la règle business est bien implémentée, ou est-ce qu'on pourrait pas simplifier des choses, ou est-ce qu'il n'y a pas des terminologies qui ont mal été faites, c'est que tu t'intéresses au business. Et que du coup, cette symbiose dont tu parles, elle existe. Et pour moi, c'est ça. La seule limite, moi, dans tout ça, et c'est un peu le cas aussi avec C++, c'est les gardiens du temple, quoi. C'est toute la juxtaposition des keywords, des machins, et de sauter à la gorge des gens dès qu'ils font pas comme ci ou qu'ils font pas comme ça. Ça, je trouve ça extrêmement toxique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens toxiques. Dans cette communauté de craft, il y a beaucoup de gens toxiques. Et il y a des gens qui font l'inverse, qui savent que les gens ne savent pas. Et qui disent, tiens, on va amener ça, on va amener ça. Puis il y a des gens qui sont aussi assez intelligents pour aller vers des gens qui sont plus compétents, comme je le faisais avec Lionel chez Payfit. Tiens, montre-moi TDD, montre-moi solide. Tiens, et petit à petit, je peux ajouter des trucs à mon arc. Mais c'est pas, ok, si tu connais pas tout ça, t'es acheté ou machin, etc. Tu vois. C'est là où C++, c'est un petit peu le cas où tu as aujourd'hui milliards de façons de faire des choses. C'est devenu plus... quand tu prends C à côté, quand tu as un bug à résoudre en C, ça peut pas venir de bien loin. Quand tu as un bug à résoudre en C++, des fois, avec les templates, les machins, tu comprends pas ce que tu écris, ou ça devient très très dur. Et finalement, tu as des gens aussi dans cet écosystème-là qui prônent le C++ comme une religion. Et c'est un peu pareil des fois avec le craft aussi. Il y a un truc où... voilà. Faut aller à l'église, les gars, ou faut trouver un autre truc parce que tu sens que des fois il y a un petit blocage, quoi. Et moi c'est ça en fait. Je trouve ça intéressant quand on dit que c'est des outils, quand on s'en sert et quand on s'y intéresse. Mais dès que ça devient une religion, ça m'intéresse moins. Je vais te donner un petit exemple. Une fois, je veux montrer une feature de TypeScript. C'était quand j'étais chez Payfit. C'était un utility types qui permettait d'isoler une des properties du type. Je retirais le password du user ou un truc comme ça pour montrer un exemple. Il y a un mec qui m'a dit oui, mais ça ne respecte pas le principe O de machin. Je lui dis je montre un exemple de code. Pourquoi tu viens m'embêter, pour pas dire autre chose, là tout de suite à exposer ça? On parle à des gens qui savaient pas que les utility types ça pouvait exister parce que dans la code base où j'étais à l'époque, je trouvais que les gens l'utilisaient pas. Quand j'ai commencé un peu à maîtriser ça, j'ai dit tiens c'est cool de faire un post pour montrer relisez bien la doc de TypeScript. Donc on est en 2019, 2020, je sais pas. C'est cool parce qu'il y a tout ça et puis ça peut simplifier un peu le code, ça met de la sémantique plutôt que vous leur retiriez la propriété à la main ou vous recréez un autre objet ou vous fassiez ci ou vous fassiez ça. C'était juste de parler de sémantique en fait. Et lui il venait et machin, etc. T'as sauté au cou. Il m'a sauté au cou et ils sont arrivés à 5-6 derrière. Oui, lui il a raison. Et on regardait ça avec un pote chez Payfit, on disait mais les mecs sont hyper toxiques quoi. En fait, donc, pour moi ça c'est encore un problème humain, c'est quand l'opinion, pour certaines personnes, devient une religion, une vérité absolue ou autre, alors qu'à la base, ça doit rester de l'opinion. Et pour moi, tu as la même chose, même hors tech. Genre quand tu es juste dans un débat produit, des fois, ou juste un débat, des fois, même avec des potes, et où tu as quelqu'un qui a une opinion, et pour lui, non, c'est comme ça, en fait. Exactement. Alors que, typiquement, oui, le craft, il y a plein de bonnes pratiques, mais franchement, que tu mettes des virgules ou que tu n'en mettes pas, tu mets des tables ou des espaces. Et c'est des débats que tu peux voir des fois. Bon, là, c'est un peu puéril. Si on reprend la série Silicon Valley, typiquement, il revient souvent. Oui, sur débat. Ça, exactement. Ouais. Mais c'est le genre de truc où des fois, en fait, tu vois des équipes tech débattre pendant 4 heures sur est-ce qu'on active cette règle S-Lint. Ouais. C'est peut-être pas là que tu as le plus de valeur à créer. Exactement. Quoi. Donc, mais du coup, c'est oui. En fait, tout ce qui va m'aider, moi, à être meilleur, c'est oui.
Mais voilà, sachons ne pas être toxiques les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Et il m'arrive, tu vois, là chez Postman, on essaie de faire ce qu'on essaie de faire. En gros, on essaie d'unifier sous une API C++ toutes les plateformes qui peuvent exister, macOS, Windows, etc. Donc il y a du craft là-dedans, puisqu'on fait une classe très générique qui est censée abstraire tout un tas de choses système sur toutes les plateformes. Donc ça peut être, je sais pas, tu veux créer une window, donc on va essayer de l'abstraire pour Windows, machin, mais on aura une classe C++ Window que tu pourras utiliser de C++ et après targeter la plateforme que tu veux. Mais déjà, juste fonctionner ça, des fois, c'est très compliqué. Donc forcément, on en est plus des fois dans un truc de recherche, etc. Et quand on code, etc., eh ben, on n'a pas toujours les tests qui nous suivent tout le temps parce qu'on est en train de dire de la doc, on est en train de dire faire des trucs très complexes. Ça ne veut pas dire qu'on va merger ça. Ça veut juste dire qu'à l'instant T, je ne peux pas faire de TDD parce que j'ai le cerveau qui est éclaté avec C, C++, Objective-C. Tu recherches ton besoin et je fais des trucs que personne ne fait en fait. Mais d'ailleurs, Voilà. c'est intéressant ce que tu dis parce que ce podcast-là, il est né un peu de cette idée-là de aller briser un peu cette fausse croyance que tout est parfait, tout est policé, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, et se dire, bah non, moi quand je code, en fait, ça fonctionne. Non, en fait, quand tu codes, déjà, tu vas essayer de comprendre ce que tu veux faire, quel problème tu veux résoudre. Déjà toi-même tu le sais pas au début des fois. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, des fois tu passes par du test first, des fois tu passes par du test last, des fois tu passes par du TDD parce que tu masters ton sujet. Forcément, si ça fait 10 ans que tu bosses dans une boîte de compta et que tu as une nouvelle feature à faire, bah, je pense one shot tu commences par du TDD, why not, parce que tu connais la code base. Exactement. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre être un bon développeur et bien connaître la code base d'ailleurs, déjà, parce que on ne fait pas tout le temps la différence, mais c'est intéressant. Ce que tu dis, ça a vraiment du sens entre déjà faire en sorte que ça fonctionne déjà, et ensuite tu feras en sorte que ça fonctionne bien. Si tu arrives à le faire fonctionner bien dès le départ et de la bonne manière, c'est très bien, mais c'est pas forcément ce que tu vas merger au final. Donc, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Rien n'est aussi policé qu'on peut le croire. Ouais, et donc là, on a voulu abstraire. Vous voyez sur Mac, sur la barre du haut, là, il y a des petites icônes, ça s'appelle Tray App. Donc on a voulu créer, nous on appelle ça Indicator dans Starship. Il faudra que je parle de Starship peut-être à un moment. Mais on a voulu abstraire ça et on a commencé, il y avait un peu de code là et c'était pas encore bien propre. Puis après, on a refactor plein de trucs en se rendant compte que ça devait pas être là, que c'était un élément du UI. Et on a créé toute une sorte de module du UI. On a refactorisé une énorme partie du code juste parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on respectait pas certains principes, qu'on mélangeait les choux et les carottes. Mais il a fallu qu'on se trompe en mélangeant les choux et les carottes, que ça marche, et se dire, bah, on refait. Et le manager est passé derrière, il m'a dit, attends, on va peut-être remoduler ça comme ci, comme ça. Et on a fait plein de choix d'architecture sur Starship. En faisant pas des erreurs, mais en essayant de faire des choses, parce qu'on ne savait pas encore comment le code il allait être découpé, et de quelle manière. Voilà. Mais ça, cette approche-là, c'est super intéressant, encore une fois, parce que ça peut penser le contraire, ça peut amener des complexes. Ça peut amener à des complexes, et on peut avoir du mal à se lancer à faire des podcasts comme ça, tout simplement, de pouvoir coder devant les autres, de montrer son code, de faire du power programming, de faire l'open source, capable de faire des retours. Parce qu'on se dit qu'en fait, tout est parfait, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est totalement faux. Et surtout chez des développeurs qui débutent, ou en tout cas qui arrivent à une phase de leur carrière où effectivement ils commencent à s'intéresser à tout ça, et où en fait, tu as l'impression que tu dois être parfait, alors que pas du tout, quoi. Je pense, et j'en suis même convaincu, demain tu rentres chez Google, Facebook, dans les GAFAM ou autres, tu as les mêmes problématiques que dans toutes les boîtes. Tu as juste effectivement peut-être plus d'experts qui sont là pour mettre un peu plus de garde-fous et couvrir un peu tout ça. Mais tu auras les mêmes problématiques partout, en fait. Je pense pas que demain, tu aies une boîte qui réinvente les problématiques. Non, c'est sûr. Tout à l'heure, tu disais du coup que tu avais découvert tardivement, ou en tout cas après avoir fait pas mal de TDD, que c'était pas forcément test first. Oui, exactement. C'est quoi ta vision du coup du TDD ? Le TDD, c'est compliqué. J'aurais pas une définition très théorique, mais pour moi, c'est que ça commence même à la compilation. En C++, c'est-à-dire j'écris ma fonction, etc. Elle n'existe même pas. Donc j'ai une erreur de compilation. Je rajoute dans le header, je rajoute dans l'implémentation. J'ai ma fonction, ça compile, mais mon test passe pas. Et ça, c'est un truc que j'avais découvert justement dans le bouquin que j'avais lu. Ensuite, j'écris un des tests qui va tester du coup une unité. Donc c'était toujours un test par ligne. À chaque fois que j'ajoute quelque chose, je dois rajouter un test. Et j'essaie de suivre ce truc-là. Et du coup, c'est un peu comme ça que je faisais, avec des trucs où des fois Lionel il me disait, bon, tu fais une fonction qui fait add A plus B, donc tu fais add 2 égale 4, ok ?
il allait dans la fonction, il faisait return 4. Il me dit si, on vérifie que tout tourne bien, que les tuyaux sont bien mis, et après on va repasser sur 4, on va faire A plus B, et on va vérifier, puis après on va rajouter un deuxième test et machin. J'ai déjà eu cet exemple, je sais pas où, mais je l'ai déjà eu. C'est ce qu'on appelle, je crois, en TDD, je sais pas, incrementalism. C'est-à-dire qu'on y va, mais vraiment au Un baby step, quoi. tout petit. Et on fait pas les fous. On sait que de toute façon, l'énergie du cerveau, enfin la concentration du cerveau humain va aller un peu partout, etc. On essaie de se sécuriser un maximum, en fait. Ça veut dire aussi, du coup, quand j'écris mon test en amont et que vraiment je suis en train d'essayer d'écrire mon test, si je dois injecter quelque chose, je vais vite le voir qu'il faut que j'injecte comme ci ou comme ça. Et du coup, c'est là où ça influence du coup, le design de ma fonction, le design de ma classe. Et du coup, j'écris forcément un code qui est testable parce qu'il a été conçu pour être testable. Et c'est ça que je trouvais hyper intéressant. Là où avant, tu peux écrire, puis tu vas avoir une dépendance implicite. Je sais pas, on a ça des fois encore dans le truc qu'on fait en ce moment où la couche réseau, elle est pas. On a une classe pour faire des requêtes HTTP, mais la couche réseau native macOS, elle est pas injectée. Elle est pas Elle est pas injectée. T'es obligé de se dire Exactement. Module, Donc, finalement, on se la mange dessus. Mais comme il y en a plein différentes à injecter, bon, du coup, au début, on commence un peu comme ça, mais à terme, du coup, on va l'injecter. Et ça, tu vois, c'est moins cool tout de suite. Alors que si je commence de l'autre côté, normalement, après, j'ai juste si je veux rajouter une nouvelle plateforme, c'est beaucoup plus facile. De toute façon, mes tests, ils fonctionneront pour toutes les plateformes, parce que mon test unitaire, il testera pas vraiment l'implémentation HTTP qu'il y a derrière. Mais par contre, je découvre quand même, moi, les compétences en design, de code et en architecture, de ta capacité à faire du TDD. Je pense pas que... tu peux faire du mauvais design, même si t'injectes, mais t'injectes mal, par exemple. Ça, même si tu fais du TDD, je pense que si t'as pas la compréhension et les connaissances, en fait, en design, en architecture, des principes de base, tu peux faire des mauvais design. Des mauvais designs. Ça m'est arrivé, moi, le premier, quand je commençais à faire du TDD en ayant la croyance que ça a drastiquement amélioré les choses, clairement. Je m'en suis rendu compte que je pouvais aller beaucoup plus loin, que mon système cognitif était déchargé, je ne me retrouvais pas épuisé et à essayer de résoudre des problèmes que j'avais déjà résolus grâce au TDD qui était sécurisé. Mais ça m'est arrivé de pondre des designs qui n'avaient pas de sens. Et après coup, je me dis non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait que je le fasse, en fait. Tu vois. Donc il y a quand même une croyance. Je pense qu'il y a une corrélation et il y a une influence. Je pense que ça influence à faire un meilleur design, parce que by design, il y a des choses que tu vas pas pouvoir te permettre en TDD. Et puis tes incréments, ils peuvent être différents d'une personne à une autre. Mais je pense que clairement, tu peux faire des erreurs de design quand même ou des erreurs d'architecture. Mais voilà, après, c'est mon expérience et ça tient qu'à moi. Je pense que ce qui rend compliqué aussi le TDD au début, c'est de savoir quoi tester. De savoir jusqu'où tu traverses, à quel moment... je sais pas si tu as un découpage par exemple entre, on va prendre une API classique, tu as tes contrôleurs, tes actions, etc. Le contrôleur, ok, tu testes quoi si c'est l'action qui fait le job métier. Mais forcément, le contrôleur, il n'a pas l'action par le contrôleur. Donc, t'injectes une action et tu check que elle a été call ou quelque chose comme ça. Exactement. Tu testes double ou un truc. Sauf qu'au début, et moi je sais au tout début où j'ai commencé avec le TDD, naturellement, je testais typiquement mes actions au travers du contrôleur. Après, je retestais les actions, etc. Du coup, tu te retrouves avec... Et ça s'est traîné longtemps. C'est-à-dire que le débat s'est traîné longtemps. Parce que tu as aussi... Souvent, il y a eu un débat, je sais plus, mais il revenait souvent à l'époque. C'était ok, mais ton test, il doit pas être lié à ton code. Alors qu'en fait, il l'est forcément in fine. C'est un peu l'argument des gens qui veulent pas faire de TDD, je pense. J'ai pas envie que mon code soit influencé par le design. Souvent, le truc, c'était mais quand je modifie mon code et que c'est bon, j'ai pas envie que mon test pète. C'est un peu le but. Si, c'est le but. C'est l'objectif. À moins que tu refactores. À moins que tu refactores, mais dans l'idée. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Je vais juste faire un petit switch pour poursuivre sur ton expérience chez Postman et chez Payfit. Et puis d'ailleurs, ça va aussi te concerner, James. Est-ce que aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de tes conditions de travail. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tes conditions de travail. C'est-à-dire full remote. Parce qu'aujourd'hui, tu es en CDI. Okay. Depuis 2 ans. Tu pourrais très bien, avec les compétences et la visibilité que tu as, parce que je sais que tu as une chaîne et qu'elle est quand même... visibilité, mais oui. Elle est quand même... Postman, tu as quand même trouvé, tu vois, à travers tes actions open source, tu as quand même un réseau, tu connais quand même du monde, et du monde te connaît.
pourquoi avoir fait le choix en fait d'aller vers déjà la première question c'est d'aller vers un CDI vs du freelancing, ça c'est la première chose parce que tu as Yes. typiquement le profil d'une personne qui pourrait se faire des cacahuètes en or en freelancing pour rester poli et j'aurais aimé en fait avoir toi ton James ton point de vue par rapport à ça, sachant que aujourd'hui tu es fondeur d'une boîte, tu as été freelance, maintenant tu es entrepreneur. Pourquoi tu penses qu'un profil devrait plus se diriger vers du freelancing, selon toi, si tu as une idée, hein, ou plus vers du CDI, et juste avoir ton point de vue par rapport à ça. Ça m'intéresse. Donc, Tony, je te laisse déjà me parler un peu de tes conditions de travail. Est-ce que tu es en remote, tu n'es pas en Je remote? suis en full T'es remote. en full remote. Je travaille dans mon salon. J'ai des bonnes conditions de travail au global. Postman, si j'ai besoin d'un truc, j'expense quoi. Je fais une dépense. Enfin, une note de frais. Note de frais. Ouais. Là, j'avais besoin de mon clavier. Quand j'appuyais sur la touche du bas, il était en boucle, il était mort. J'ai dit j'ai besoin d'un clavier. Ils m'ont dit ouais, fais une expense. Et puis c'est réglé. Donc, quand tu as besoin de choses pour travailler, c'est dans de bonnes conditions. Le salaire est attrayant. Ils ont donné beaucoup de BSPCE au début, même si c'est un autre nom en anglais dont je ne me rappelle plus. Donc ouais, les conditions sont intéressantes. Je sais pas ce que je peux te dire de plus. Moi, quand j'ai décidé en fait d'aller chez Postman, j'ai cherché une offre pour faire du DevTools, pour accompagner les développeurs. C'est dans cette couche-là, dans ce domaine-là que je voulais me diriger. Des boîtes qui recrutent pour du DevTools en freelance et en France, ou même aux US et tout, j'avais pas le réseau pour déjà passer de ce côté-là. Donc je me disais, c'est-à-dire être freelance aux US, ça veut dire que tu as déjà des contributions outstanding. Et c'est d'ailleurs quand tu as ces contributions outstanding que tu as un gros contributeur Node, pas comme moi, mais un vrai, un mec qui fait des trucs de ouf. C'est là où tu peux dire j'ai pas envie de passer des tests techniques, c'est là où tu peux dire ceci, là où tu peux dire cela. Et donc moi j'avais pas ce réseau-là. Postman est venu, je me suis dit ça c'est du DevTools. Et même au début je savais pas que j'allais être développeur, j'allais être l'ingénieur des ingénieurs. Je me dis même si je bosse sur Postman, ça reste comme disait tout à l'heure James, un produit tech pour des techs. Donc je me suis dit au pire du pire, voilà, je serai toujours un petit peu dans un scope qui est plus proche de ce que je veux faire. Et donc j'y suis allé pour ça, j'y suis allé parce que le domaine aussi me plaisait. Donc c'était une combinaison entre les très bonnes conditions de travail, le bon salaire et le domaine. Mais il faut savoir que chez Postman, mais peut-être on peut venir après, je fais pas le même boulot de mon début de chez Postman et ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. J'ai changé de carrière encore une fois chez Postman. Ce sera intéressant d'ailleurs quand on passera sur la partie hands-on live coding, Ouais. que tu nous fasses une brève story sur cette transition-là d'ailleurs. Ok, avec grand plaisir. Mais du coup, je vais peut-être laisser James rebondir sur le Si le t'as côté. fini, sinon je Pour laisse moi, c'est continuer. ça en fait. Ok. Oui, j'aimerais bien être en freelance. Je pense qu'à terme, je deviendrai consultant en développant une expertise sur les plateformes Apple et peut-être Linux à moyen terme, pour tout ce qui est cross-platform, etc. Je pense que c'est vers ça que je vais me diriger. Maintenant, ça reste très niché, etc. Donc, je préfère asseoir mes compétences, mes connaissances. Et j'ai un manager qui s'appelle Juan, qui est un tueur, avec qui j'ai des liens vraiment, vraiment assez forts et qui m'accompagne. Vraiment, je dis, tiens, les articles de blog, c'est lui qui me pousse à les écrire aussi derrière. Enfin, il y a tout un tas de choses où il est beaucoup derrière moi. Il me pousse toujours vers la next step. Donc voilà, il apprécie justement l'énergie dont tu parlais que j'essaie de donner. Et donc voilà, du coup, ça fait que là, pour l'instant, bouger de chez Postman, même partir en freelance, si je me retrouve à faire des API et du React et tout, je risque d'être triste, tu vois. Donc Ok. je peux pas... Ouais, fait, t'es c'est- challengé aujourd'hui au quotidien. Ah ouais, de ouf. De ouf. Mais du coup, je vais peut-être te laisser un peu parler parce que je monopolise le truc. Non, c'est très bien. C'est intéressant, moi je pense pas qu'il y ait pour un profil une voie particulière, enfin tu le sais, je suis assez nuancé en général. Je pense que déjà ça dépend de ce que tu veux. Typiquement quand t'es free, ça va parfois être plus dur d'avoir du challenge, du vrai challenge technique au quotidien. À moins que tu sois free reconnu pour une expertise bien particulière et qu'on vienne te chercher pour ça et que tu sois un peu la solution C'est ce souvent. que j'essaie d'atteindre. In Ouais. fine, c'est ce que j'aimerais atteindre. Ok. Donc ça pour moi c'est en free l'un des seuls moyens d'obtenir vraiment du challenge, ou alors t'as de la chance ou pas de la chance, peu importe, on appelle ça comme on veut, mais t'arrives sur une mission de dingue avec une complexité folle et tu t'épanouis là-dedans. Mais aller dans des boîtes, ça te permet d'avoir cette complexité un peu différemment. Et surtout, ça dépend de ce que tu veux en fait. Il y a une mode un peu en ce moment sur LinkedIn de
il faut absolument être free quand t'es dev, ou il faut absolument du full remote, et si t'as un jour de TT par semaine, Faut arrêter la life. enfin si t'as un seul jour de présentiel par semaine, c'est pas du vrai remote. En fait, juste chacun voit midi à sa porte, et tous les modèles fonctionnent. Donc je sais pas, moi il y a beaucoup de profils qui sont free, qui reviennent au CDI et qui s'épanouissent beaucoup mieux comme ça. L'inverse aussi est vrai. Chez nous, tu le sais, on a beaucoup d'anciens Free, ouais. d'anciens free. Je pense que c'est plus de la moitié de l'équipe aujourd'hui qui finalement est passé du freelance au CDI. Donc je pense que ça dépend de ce que tu cherches en fait dans ta carrière, et aussi des perspectives que tu as. Parce que quand tu es free, mine de rien, tes perspectives, tu dois te les créer toi-même. Et ce sera peut-être pas les mêmes. Tu seras pas amené, par exemple, ouais, quand t'es dans une boîte, tu vas peut-être être amené du jour au lendemain à manager une équipe de 10 personnes, ce qui sera peut-être moins accessible en tant que freelance, puisque par définition, on te recrute pour une mission, on te recrute pour, Chose bien précise, quoi. pour un contexte. Je connais un lead free, il a galéré pour qu'il lui donne le titre. Il a galéré. Il voulait pas lui donner le titre. Il faisait le boulot, mais il voulait le laisser en software. Pour qu'il lui donne le titre, il a dû, dans la boîte, il a dû batailler. Quoi. Ça se comprend d'un côté, quand tu es chef d'entreprise, tu te dis, je confie la direction de mon produit à finalement un free qui peut-être demain sera plus là. Sera plus là, exactement. En vrai, le débat est le même avec un salarié. Les deux peuvent se barrer quasi avec la même facilité, in fine. Mais dans les consciences, ça reste... Ça reste, non, mais il y a ce truc des consciences, c'est hyper intéressant de dire que quand on recrute un freelance, on attend aussi beaucoup de miracles d'un freelance. Quand on recrute un freelance, on est beaucoup plus dur que quand on recrute quelqu'un en CDI. Alors que finalement, la code base, elle va pas... Ils vont bosser sur la même code base, ils vont faire les mêmes tâches. Et je pense que je mitige un peu ce que tu dis, James, dans le sens où je pense qu'un freelance ou un CDI, il n'y a pas forcément plus de facilité pour l'un ou pour l'autre de partir, mais c'est vrai que dans la conscience... justement, je disais qu'il y avait autant de facilité, autant de facilité, okay, que c'était pareil, okay. Mais que justement, effectivement, dans les consciences, tu te dis, recruter un freelance, c'est une situation temporaire, à la base. Voilà, c'est ce que alors que recruter un salarié, quelqu'un en CDI, par définition, c'est indéterminé, tu vois, donc c'est du long terme. Mais ça, c'est vraiment dans l'inconscient, parce qu'en fait, tu as des freelances qui peuvent rester... mais c'est ça. Ça, c'est un point qui est drôle. Mais dans une entreprise... ça, t'es pas censé pouvoir le faire. Enfin, si t'es free, que ça fait 4 ans que t'es dans la même boîte et que c'est ton seul client, déjà, légalement, normalement, t'es pas dans tes clous. Tu peux le faire, il y a plein de manières de le faire, mais en fait, t'es pas censé être dans cette situation. Ce qui est drôle, c'est que c'est une sorte de CDI déguisé ou ce genre de choses-là. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, et la critique que tu faisais tout à l'heure, elle est plus forte, c'est que, ok, la voie royale, c'est le freelancing. La voie royale, c'est le freelancing, soi-disant. Mais les gars, ils font des missions de 2 ans et demi. Il y a des gars qui restent plus longtemps dans des postes en freelance que je suis resté dans des postes en CDI, finalement. Donc finalement, c'est bon, je pense qu'il y a l'histoire des thunes, de toute façon, c'est indéniable, les gens ont besoin d'argent, et voilà, c'est un fait. Mais c'est effectivement pour moi le freelancing tel que je le conçois, c'est d'aller un peu vers une expertise. La boîte peut me garder assez longtemps, mais je n'aurai pas qu'un seul client, parce que le jour où ce client-là s'en va, alors finalement tu fais du CDI mais déguisé, quoi. Et c'est pour ça que la loi sûrement est assez stricte sur ça, quoi. Okay. Mais voilà, pour moi c'est un peu ça veut rien dire, quoi. Il y a pas de mieux, il y a pas de moins bien. Tu vois, quand tu es freelance, je sais pas si tu peux avoir des stock options. Je sais pas si on donne des stock options freelance. C'est peu probable. Tu le fais pas, vous le faites pas, vous, chez vous? Non. Nous, on a aucun free. Aucun free. Oui, c'est des anciens free, tu disais, pardon. C'est des anciens free, effectivement, qui nous rejoignent et qui décident de passer à du CDI, effectivement. Mais je pense aussi que le côté free, mine de rien, aujourd'hui, il y a quand même ce côté... Il y a un petit côté un peu... je sais pas comment dire. Mais je veux être free... Parce que je suis entrepreneur, parce que je suis à mon compte, je peux décider. Et en fait, finalement, tu décides plus rien. Tu décides pas parce que t'es obligé t'es obligé de te calquer sur les horaires des autres collabs, parce que sinon, juste t'es le mec qui est dans son coin et qui est jamais dispo. T'as tout ce côté où en fait, tu t'ajoutes de nouvelles contraintes, tu t'ajoutes de la compta, tu t'ajoutes de l'administratif, une relation client qui est aussi légèrement différente. Enfin, du coup, t'as pas la même relation. Après, c'est vrai, je pense que ça s'est un peu démocratisé aussi dans le sens où il y a des boîtes maintenant qui font ça pour toi. Ouais. Il y a une boîte qui s'alle Highway que je connais très bien et ils t'accompagnent vraiment sur ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bien Highway, tu vois. Ouais, c'est une super boîte, franchement. Je recommande à tout le monde. Pourtant, je suis pas freelance. Je pense que ce truc-là, il est moins là. Mais je pense que les gens voient l'argent. Ils se disent, effectivement, si j'ai envie de m'arrêter, je vais m'arrêter. Mais les gens que je connais en freelance, ils s'arrêtent pas. Ouais.
effectivement. Ils s'arrêtent pas. Ils prennent vraiment Fausse limite croyance. juste les congés, ils n'ont pas les RTT et tu vois, ils bossent comme des acharnés. Après, ça peut se faire. Hein. Je connais des gens qui ont fait freelance, qui ont pris presque 2 missions, qui bossaient jour et nuit, etc. Ils ont fait un gros pactole, après ils ont essayé d'acheter une baraque, etc. Puis après, maintenant, ils ralentissent un peu. C'est aussi un modèle de vie qui s'entend en fait. Hein. Je pense que. Carrément. Mais il y a beaucoup de freelance, ils passent en freelance et puis finalement, ils sont devenus en freelance à distance. Ils sont pas dans la boîte, mais c'est comme s'ils faisaient partie de la boîte, quoi, finalement. Mm. Pour moi, il y a moins cette grosse scission-là, en fait, qu'on pourrait imaginer, sauf sur des freelances très capés ou très, très experts, comme tu le dis. Mais c'est intéressant parce que ce que tu viens d'aborder là, c'est aussi l'illusion de liberté que tu as quand tu es free, entrepreneur de manière générale. Hein. Tu te dis, je peux prendre des vacances quand je veux, mais en fait, t'en prends pas parce que déjà, si tu es free, ton business s'arrête de tourner. Donc souvent, tu as aussi un peu ce côté, bah non, il faut pas que ça s'arrête de tourner. J'ai peur que ça reparte pas derrière, tu vois. Mais quand tu es entrepreneur, j'imagine que c'est pareil, finalement. Toi qui es un peu founder Au aussi, début, tu prends pas de vacances. Ouais, c'est sûr. Et ça fait quelques années maintenant où je sais que je peux partir en vacances et que globalement, ça fonctionne très bien. Tu as les collabs et aussi, j'ai mon associé aujourd'hui, Cyril, qui pour le coup est un soutien énorme quand tu veux prendre un peu de repos ou inversement aussi. Donc ça, c'est un vrai truc pour le coup qui change les choses. Cool. Ok. Pour faire la transition vers la partie un peu plus pratique et hands-on, j'aimerais qu'on revienne sur ton expérience aujourd'hui chez Postman. Et tout à l'heure, tu nous disais, en fait, tu es passé d'un poste de dev... Développeur expérience, on va dire. Voilà, vers un poste un peu plus bas niveau. Exactement. En fait, j'ai été recruté pour la team qu'on appelle Developer Productivity chez Postman. Donc notre but, c'était de faire en sorte que c'est une grosse code base qui mettait du temps à compiler, donc avec Webpack, etc. Donc le but, c'était d'essayer de voir où il y avait les bottlenecks, réduire le pipeline et faire que le dream de Postman, c'était qu'un contributeur puisse pousser un commit et en 15 minutes, il puisse avoir accès à sa branche de test et tester ses changements. On partait de certains builds qui allaient jusqu'à 55-56 minutes. Donc on partait de loin. Du coup, on a commencé à éliminer les trucs un peu inutiles, à paralléliser. J'ai fixé beaucoup... les trucs les plus tech que j'ai fait, c'est de fixer des erreurs de règles SLIN custom. Avec des trucs que je voudrais pas mentionner ici pour pas que les auditeurs s'en aillent. Mais voilà, des trucs de performance un peu gros. Et du coup, au fur et à mesure, on est redescendu, je crois, à 23-24 minutes, quelque chose comme ça. Donc il y avait ça, mais un des petits problèmes que j'avais avec ça, je pense que je ne serais pas resté chez Postman si je faisais ce poste, c'est que finalement tu fais beaucoup de config Webpack, peu d'outils pour les développeurs. Les trucs les plus tech que j'ai fait, c'est de fixer des erreurs ESLint, des configs, des petites choses comme ça, et après c'était tout le temps du Webpack. Ok. Migrer de Webpack 4 à Webpack 5, ça nous a pris 8 mois je crois. Fallait passer chaque plugin au détail, il fallait refactor les configurations qui étaient pas bien configurées, etc. Ça, c'était douloureux. Et j'avais un management, je ne sais pas si les gens vont traduire, mais j'ai un management qui était un peu au coup de fouet, qui ne correspondait pas non plus trop avec la mentalité. En fait, c'était juste ce qu'on appelle le manager un peu pas inutile, surtout le premier que j'ai eu, où il y avait la pression qui venait du dessus, et puis boum, Ça redescendait. ils te la remettaient. Okay. Ils ont essayé de me faire de la distribution, c'est-à-dire le packaging de la Postman et tout. J'avais pas envie de faire ça, ça me gonflait. Donc je me suis opposé plusieurs fois et il y a eu un peu de couac au début. Et en fait, deuxième histoire avec l'open source, c'est que du coup, comme je me complaisais pas du tout, je faisais pas mal de temps sur Node.js. Je suis rentré dans le working group de diagnostic de Node. Donc c'est tous les outils de diagnostic autour de Node.js à des fins de performance et tout. Profiling, patati patata. Donc là, je me suis un peu plus mis dans la communauté Node. Et à côté, j'ai développé un projet qui s'appelait Clix, qui est un utilitaire de... Pas un utilitaire, ouais. Une librairie JS pour faire des tests de CLI. Où vraiment, tu peux dire, j'attends que mon CLI output ça, et vraiment en mode end-to-end. Donc j'ai fait Clix, je l'ai fait quasiment sur Twitch à l'époque. Et chez Postman, en fait, il faut savoir qu'on utilise Electron, mais on n'utilise pas vraiment Electron. On a un fork d'Electron chez Postman qu'on maintient. Okay. Parce que ça nous permet notamment de pouvoir rebuild Chromium et d'aller faire des patchs quand c'est nécessaire, etc., de faire des trucs un peu particuliers. Et on a wrappé tout ça autour d'un nouveau CLI qui nous permet d'ajouter le code signing, la notarization pour macOS et tout un tas de choses comme ça. Et donc les gars, ils voulaient tester ça. Et donc mon manager d'aujourd'hui, il est tombé sur Clix.
Et il a dit, tiens, Intel, tu devrais tester ça. D'ailleurs, by the way, c'est un Postman qui a fait ça. Il mentionne sur Slack. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait un membre de cette team qui était aussi un contributeur Node.js que je connaissais aussi. Et donc, quand le mec il a vu ça, il dit, mais super, mon manager s'intéresse à lui. Du coup, je vais lui dire pourquoi pas qu'il rejoigne la team. Il est fan de DevTools, il fait du Node sur son temps privé, enfin, sur son temps perso. Ce mec-là, il est plus fait pour bosser avec nous qu'avec Developer Productivity. En vrai, on notera que c'est une deuxième fois où tu as contribué. C'est pour ça que je voulais je faisais un petit clin d'œil tout à l'heure. Et du coup, moi, je me rends en Irlande pour le Node.js Summit, collaborateur Summit. Donc, tous les collaborateurs Node se réunissent. Et le manager que je devais rencontrer la semaine d'après, il se pointe. Il vient d'Argentine, du coup. Et donc, je le rencontre sur place, mon futur manager. Il dit, bon, je crois qu'on va pouvoir discuter maintenant. On n'a pas besoin d'attendre la semaine prochaine. Et du coup, on a fait le call avec Darshan, qui est le contributeur Node, un membre du TSC et tout, lui et moi. Et puis voilà. Et puis il m'a dit, moi, ça m'intéresse et tout. Je lui ai dit, écoute, moi, Progress System, je suis pas une brute. Donc, voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait. Il dit, ouais, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de Rust et tout. Ça nous intéresse et tout. Donc, il a été négocié avec mes managers du moment. Tu vois. Et au bout de un mois et demi, ça s'est fait. J'ai jumpé d'équipe pour rejoindre cette équipe-là qui maintient ce fork d'Electron. Donc au début, je devais bosser un peu sur ça et sur le remplacement d'Electron quand on est en train de développer chez Postman en interne. Ok, donc vous redéveloppez On refait Electron. Mais avec vraiment une philosophie totalement différente. Sur Electron, si tu veux, c'est construit autour d'une WebView. Nous, on le construit plutôt autour on enable toutes les features natives, mais sur une API unifiée en C++ et en JavaScript, dont la WebView est un component. Mais tu pourrais très bien, avec Starship, avoir une window dans laquelle tu vas mettre une WebView à droite et un component natif à gauche. On a en fait démocratiser un peu tout ce qui est hybride développement où le natif et le web peuvent cohabiter ensemble. Donc ça, c'est la vision très long terme de ce projet qui s'appelle Starship. Et finalement, j'ai jamais touché au truc d'Electron. Quand je suis arrivé, il m'a mis sur le nouveau projet et il m'a fait monter en compétences dessus. Donc, il fallait apprendre CMake, Objective-C, C++, en majorité. Et du coup, j'ai jamais arrêté de bosser sur ce projet-là depuis 1 an et 2 mois que je suis dans la... Ça, c'est un projet open source ou qui sera open source? Il sera open source. On ne l'open source pas avant parce que ça la fout un peu mal pour Postman de dropper ce projet alors que nous, on l'utiliserait pas encore sur un produit Postman. Donc là, on fait un refacto d'un produit Postman en interne qui est pas la grosse app, mais qui aura tous les attributs de ce que devrait avoir la grosse app en gros. Et dès que ça c'est release, je pense que ce sera open sourcé dans la foulée. Ok. Voilà. Ok, et c'est intéressant, mais Postman aujourd'hui, il utilise quoi comme tout de suite là maintenant justement comme librairie native, comme avec quel composant natif il vient interagir? Pour l'instant rien, parce que nous ce qu'on c'est la vision qu'on veut amener d'un framework cross-platform qui peuvent te permettre de faire de l'hybride. Okay. Parce que l'idée de quelqu'un qui fait une appli desktop, c'est de se rapprocher du natif. Ouais. Donc si on a cette possibilité-là, pourquoi pas le faire? Aujourd'hui, il n'y a rien, puisque c'est de l'électron, donc c'est du JS et tout. Mais je pense qu'à terme, c'est un peu cette idée qu'on veut pousser. Aussi, pour l'instant, c'est incomparable. Hein. C'est incomparable, mais Electron, ça vient avec beaucoup de choses autour. C'est très dur à maintenir, etc. Ouais, donc il y avait aussi ce truc de Postman de dire, on fait un fork, on wrap Electron, comme ça, le code n'a plus rien à voir avec Electron, première étape. Et après, on tue Electron pour mettre autre chose à la place. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le logiciel Postman en soi n'utilise pas tout ça. N'utilise pas de natif. Non. C'est du Electron pur et dur. Ok. Ce que je vous propose, c'est que... ce que je te propose, Tony, c'est de mettre les mains dedans, qu'on ouvre le capot. Yes. Et pour les auditeurs et pour moi qui ne connais pas des langages de si bas niveau, ça va être une bonne opportunité de découvrir. Donc on passe à la partie live coding si tu veux bien. Yes. Et, c'est pas cher. C'est pas cher. Ok, go. Quand tu es venu me voir, en fait, je me suis dit, purée. Je sais qu'on est sur un public JS un peu web, c'est ce que j'en comprenais. Et moi en ce moment, je bouffe que de l'objectif, c'est du C++ et tout. Je me dis, mais comment on peut finalement retrouver ce lien entre les deux mondes? Et je pensais que l'idée, c'était de parler un peu de la programmation native, mais qu'est-ce que ça peut changer pour un développeur qui fait du JavaScript, qui utilise Node? Donc là, le but, c'est pas de dire faites tout ce que vous pouvez avec ce que je vais vous montrer, mais ayez-le dans la tête
parce que c'est un peu comme les patterns. Plus tu as d'arc dans ton carquois, plus tu seras capable de proposer une architecture qui va fitter ton besoin. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Node API. Donc il faut savoir que, historiquement, depuis très longtemps, je crois que depuis Node 8, on a ce qu'on appelle une fonctionnalité dans Node qui nous permet d'écrire du code natif, C ou C++, et de l'importer dans Node.js et de l'utiliser. Voilà, ça historiquement, c'est un truc qui existe. Alors les gens le savent ou le savent pas, ça je sais pas. Mais moi, c'est un truc que je trouve très pratique. Quand je suis arrivé du coup dans ma nouvelle mission système chez Postman, un des premiers jobs qu'on m'a donné, c'était de faire un networking layer dédié à Postman, spécifique à Postman, qui pouvait handle HTTP 2 et HTTP 3. Et pourquoi ça a été historiquement amené à partir de Node 8? Pourquoi on a eu cette... C'est une histoire. Alors ça, je sais pas pourquoi Node 8. Je pense que c'est... Enfin, pourquoi Node 8? Pourquoi surtout on a eu une implémentation C, enfin C++? Alors elle existait déjà avant. Ok, Je vais d'accord. en parler et tu pouvais déjà le faire. Mais là, c'est vraiment Node.js qui standardise les choses. Ok. En nous permettant notamment, une fois que c'est compilé, si je change de version de Node, mon exécutable, le binaire qui est derrière, il marchera avec toutes les versions futures de Node, ce qu'on appelle Stable ABA. Et ça, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est un truc qui est du coup très important parce que c'est un peu compliqué quand on va devoir générer du coup un binaire en plus de notre package JS, de se dire qu'une fois qu'il a été compilé, c'est pas une nouvelle version de Node, et donc il faut que j'aille faire une nouvelle release. Voilà, bon bref. Ça, je vais rentrer dans le détail. Donc historiquement, si vous allez dans la doc de Node, donc là on va s'y mettre un petit peu. Pourquoi je pars de la doc? Parce que je trouve que c'est un bon point toujours un bon point de départ. Donc il y a C++ add-ons. Donc en fait, c'est un moyen de faire ce qu'on a dit, c'est le moyen historique en fait de le faire. C'est que tu peux utiliser des fonctions du namespace V8 pour, regardez ici, ajouter à notre objet export, donc comme quand on est dans un fichier JS, une property hello qui va être la méthode, et cette méthode-là. Ensuite, on a tout un moyen de récupérer les arguments de la fonction JS et de retourner un hello world ou quelque chose comme ça. Ça, c'était la version historique. Mais vous voyez, on est en train d'utiliser V8. V8, qui est une API qui peut changer au travers du temps, qui n'est pas corrélée à Node. Quand bien même les équipes de V8 et Node travaillent ensemble, c'est pas forcément idéal. Historiquement, on a des projets comme Node.js qui utilisent ça. Et pour la partie build, à l'époque, on utilisait ce package qui s'appelle NAN. Donc c'est Native Abstraction for Node ou quelque chose comme ça. Qui était ce qu'on faisait avant. Voilà. Donc ça existait pendant longtemps. Puis un jour, Node se sont dit, ce serait bien qu'on donne une API Node.js pour pouvoir importer une string qui vient de JS, créer une string JS et la retourner depuis C++. Et c'est là qu'est arrivé Node API, okay, qui est une API C. C'est pas du C++. Qui nous permet du coup de faire un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a des types qui sont un peu plus obscurs. Vous voyez, c'est tout ce qui est préfixé par NAPI, comme ça. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas une API qui est très simple à lire. Mais donc, ce que propose Node.js aujourd'hui, c'est d'avoir une API pour créer et récupérer des values de Node, pour faire ce qu'on appelle le bridging, en fait, entre Node et JS. Qu'on peut avoir finalement sur du React Native. Exactement. Et du coup, l'outil qui est utilisé pour la compilation s'appelle NodeJip. Donc ça, je vais y venir un petit peu après. Donc avec ces deux outils-là, on a du coup quelque chose qui va nous permettre de créer un binaire au final, qu'on va pouvoir importer dans notre JavaScript, et qu'une fois qu'il aura été compilé, il sera toujours, tu pourras l'utiliser avec les futures versions de Node. Mais c'est une API C. Alors c'est pas un problème, mais en termes d'ergonomique, c'est pas toujours idéal. Donc les gens qui utilisent beaucoup de C++ commencent un petit peu à tirer la tronche. Donc d'ailleurs avant, en exemple, on a Sodium Native, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une lib pour faire de la cryptographie, qui utilise, NAPI, et pas comme notre SaaS, NaN et les types V8. Donc vous pouvez aller la regarder. C'est une lib qui est là depuis très très longtemps, et voilà, qui fait son boulot. Du coup, Node.js a créé un package NPM pour wrapper les types C dans des types C++, qui sont plus sympas à utiliser. Beaucoup plus facile à lire que la petite ligne, comme vous avez vu, NAPI _ machin. Et donc c'est ce projet-là, qui est un projet open source Node, et c'est sur ça qu'aujourd'hui on va se pencher. Et c'est sur ça que le live coding va s'opérer. Bien sûr, tous ces liens-là, moi je vais vous les remettre.
On pourra tout mettre. Après, ce sera aux gens d'aller lire ou pas. Et finalement, on a notre Jeep qui est la partie building, ce qui va nous permettre de builder l'exécutable. Donc, on aura un fichier .jeep qu'on va avoir, qu'on va configurer, qui va nous permettre de faire le build, notamment de linker des librairies externes, de faire tout ce qu'on ferait en natif dans un fichier unifié. Et à la fin, j'ai un truc pour Rust, mais on y reviendra à la fin du... Là, on va rentrer dans le code. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été trop vite? Parce que moi, c'est peut-être un truc que j'ai un peu l'habitude. Donc pour moi, c'est très clair. Donc c'est clair. Très clair. On veut utiliser du C++. Les use cases, ils sont divers et variés. J'ai un problème de performance. Bien que, je vais mettre un gros astérique sur ça, quand on a des problèmes de performance, on fait déjà du profiling et on regarde si en JS, on n'est déjà pas en train de jouer avec son caca. Voilà. On écrit pas tout en C++ avant. Exactement, c'est pas ça. C'est comme À les mon mecs avis, qui disent... c'est pas du tout la bonne solution. Ouais, c'est tous ceux qui disent on refait tout en Rust, etc. Pareil, ça c'est une autre paroisse dont on va pas parler. Ou tout simplement parce que historiquement, tu es dans une boîte qui a des modules en C ou en C++ qui font des fonctionnalités dont vous allez avoir besoin et vous voulez les utiliser. Et ça va vous permettre de récupérer ces librairies, de vous plugger et de pouvoir les utiliser en JavaScript. Et aujourd'hui, c'est le main use case, ça? Capable d'aller récupérer des librairies existantes. Bah et les ouais. utiliser. C'est ça ou des histoires de performance. Honnêtement, si par exemple tu as créé un compilateur ou quelque chose qui va parser des strings et faire beaucoup de traitements et que tu as envie de pouvoir l'utiliser en JS, donc tu auras, et ça c'est un pattern d'ailleurs qu'il faut bien garder en tête, et je vais en parler après, c'est que tu as ta lib C++, elle doit ne rien avoir normalement à faire avec NAPI. C'est une lib C++ standard. Ensuite, tu la link et tu te crées un fichier de binding en C++ qui va utiliser la lib et faire toute la partie NAPI, bridging, je récupère une value de V8 ou je récupère une value NAPI et je retourne une string, etc. Là, on va mélanger les deux aujourd'hui pour le enscoding parce qu'on ne veut pas se casser la tête, mais normalement, tu sépares bien les deux. Les deux concepts NAPI, sont- Ta c'est lib et t'as ton bridge. Ouais. Exactement. Et ça, c'est important de le préciser parce que du coup, ça change un petit peu, ça change l'approche que tu peux en avoir, quoi. On va se retrouver du coup dans un package note classique avec un package JSON. Juste, on importe ce module. Alors là, j'ai mis une petite étoile. Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. C'est juste parce que voilà, c'était pour le tuto et j'ai pas envie que si quelqu'un vienne, je mets une version, ils mettent la même. C'est juste, mets la dernière version que tu vois. Voilà, c'est simple. Avec un script start qui lance node main. Alors, si je vais dans node main, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir, donc c'est pas du très joli code, mais ça va faire le boulot. Je vais avoir une fonction hash, donc ça utilise la crypto de node en fait, tout simplement. Et j'ai un native add-on. Et là, regardez, le pas, c'est build, release, hash add-on. Alors, on va revenir une step en amont. Comment je configure finalement? J'ai un fichier qui s'appelle binding.jip. Dans ce fichier-là, je vais déclarer une target. Donc c'est le nom de ma librairie. Je mets les sources que j'ai. Donc ça, ici, vous voyez que j'ai un hashaddon.c++. On n'aura que ça. Et des dépendances, potentiellement, qu'on peut avoir. Ni plus ni moins. Je reparlerai peut-être de ça un peu plus tard. Une fois que j'ai ça qui est fait, je vais avoir mon fichier, ici, de code. Donc, au début, j'include NAPI. Moi, je vais utiliser OpenSSL ici. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et ça, c'est des librairies standards C++, string et vector. Je pense que vector, j'en ai plus besoin, mais je vais le laisser. Ensuite, j'ai une petite fonction d'helper ici. Et ça, on s'en fiche. Donc, on descend ici. Et tout ce qui nous intéresse, ça va être ici. Donc, je vais créer mon fichier C++. Je l'ai déclaré dans mon binding.jip. Au moment où je fais npm-i, il est assez intelligent pour voir qu'il y a un binding.jip et patati patata. Il va tout faire la compilation pour nous. C'est compilé. Et à la fin, si on regarde bien, on va avoir un dossier build. Donc je vais faire un ls de build. Et dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout un tas de choses. J'ai notamment un dossier release dans lequel je vais avoir un exécutable. Donc là, je regarde ce que j'ai dans release. Et je vois que j'ai un hashaddon.node. Ça, c'est notre exécutable final node. Si je regarde, je fais un coup de file. On va faire ça. Si je fais un coup de file pour voir qu'est-ce que c'est comme type de fichier, hashaddon.node, on voit que c'est un fichier MacO, donc le format binaire macOS, au format ARM standard. Et bundle, c'est juste que c'est pas un exécutable qu'on exécute direct, c'est quelque chose qui va être linké dynamiquement au moment de l'exécution du code. Donc c'est avec ça que je vais me retrouver. Bien sûr, je vais faire un npmi tout à l'heure pour montrer
pour montrer les choses. Du coup, si je reviens à mon code JS, avant de partir dans le C++, le require est capable de lire ces exécutables-là. Donc je fais build /release /addon. J'ai pas obligé de mettre .node parce qu'il comprend ce que c'est. C'est comme on n'est pas obligé toujours de mettre .js. Et là, je me retrouve avec un objet JS. Et si vous regardez un petit peu, ici, je fais native addon.h. Voilà. C'est-à-dire que j'ai déclaré une méthode h en C++ et je la récupère ici, je peux l'utiliser. Est-ce que c'est clair jusque-là ? C'est clair. C'est l'utile que tu avais montré en haut de fichier tout à l'heure. Exactement. Maintenant, je vais aller... Comment ça se passe ? Comment on fait pour créer ça et pour attacher finalement une fonction h ? Donc là, on va devoir commencer avec cette macro-là, où le nom du module qui est ici doit matcher la target qu'on avait dans le point .zip. C'est le même nom. Okay. Et on lui passe une fonction init. Et dans cette fonction init, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Tiens, j'ai un petit objet d'export. Est-ce que tu as envie d'y attacher des choses ? Donc moi, je vais récupérer cet objet export en paramètre. OK ? Et je vais lui dire, je set la fonction h, OK, qui est une API, une fonction, un API. OK ? Donc, quand à chaque fois que je veux créer une string en NAPI, quand je veux créer peu importe, je passe en premier paramètre l'env, c'est une sorte de contexte que tu passes à toutes tes fonctions. Le premier paramètre, c'est toujours l'env. Et ensuite, ce que je veux, donc là, h, qu'est-ce que c'est h ? C'est tout simplement ma fonction ici. Okay. Est-ce que jusque-là, c'est clair ? Ouais, c'est clair. Ensuite, la deuxième chose que je vais pouvoir faire, c'est que quand ma fonction h, qu'est-ce qu'il va me passer en paramètre ? Il va me passer un objet info, qui est une sorte d'array qui va contenir tous les paramètres JavaScript qui ont été passés à cette fonction. Donc là, déjà, je vais faire un assert pour lui dire, moi, je n'attends qu'un paramètre. Alors, on ne fait pas un insert de cochon comme ça, normalement. C'est juste... Oui, c'est pour besoin de la démo. Exactement. On peut faire un truc runtime un peu plus chiadé, pousser une erreur, etc. Je vérifie que c'est bien une string, et tout ça, c'est des API qui sont donnés par ce type qui s'appelle callback info. D'ailleurs, vous avez une super doc sur le module que je vous ai montré tout à l'heure, donc celui-ci. N'hésitez pas à regarder la doc, il y a tout ce qu'il faut dedans. Normalement, il y a API Documentation, et là, vous allez retrouver tous les types, booléens, objets, promise, tout ce que vous voulez. Ensuite, moi, je vais récupérer ma data. OK ? Donc là, c'est un peu... J'aurais peut-être dû le faire en 2 lignes, mais bon, j'aime bien inliner les choses. Dans mon équipe, c'est ils inline tout, donc j'ai un peu tendance à prendre cette mauvaise habitude. Mon info... Donc le premier argument qui va être la data qui va être passée à ma fonction de h, je lui dis, tu me le transformes en gros en une string NAPI. Donc ça vient du JS, et je te dis, en gros, et normalement je vérifie que c'est une string, et du coup après je me retrouve avec un type NAPI string. Sauf que moi j'ai envie de jouer avec la data en C++, donc je lui appelle ensuite la fonction utfValue qui va me retourner une string. Ça aurait pu être fait en 2 lignes. J'aurais pu dire d'abord retourne-moi la NPI string et ensuite j'appelle UTF-8value. Mais pour les besoins de la démo, encore une fois, j'ai pas été plus loin. Jusque-là, c'est clair. Okay. Donc j'avais une NAPI string qui est venue en paramètre dans mon tableau. Je l'ai récupérée et je l'ai transformée en un type C++ qui est une string. Ok. Et si tu utilises le info passé, récupéré de callback info. Ouais, ça. Ça, c'est l'objet qui te permet d'accéder en fait à tous les utils qui te permettent de faire cette En fait, c'est l'objet qui contient tous les paramètres. Okay. Et qui va contenir, vu que c'est un objet C++, tout un tas d'utils pour faire des conversions, lui dire vérifie que c'est une string, vérifie que c'est un number, transforme-la en string, etc. Ok, il va être capable de manger du JS. De manger des values qui ont été passées en JS et te permettre de les récupérer en C++. Okay. Ensuite, j'utilise ce petit algo, qui n'est pas du tout un algo à jour. Il y a d'autres versions de le faire avec OpenSSL. Encore une fois, on s'en fiche un petit peu. Vous n'avez même pas regardé ça. Jusque, en fait, à la fin, mon hash, c'est un unsided char, donc c'est un tableau avec des caractères, tout simplement. Et ce que je fais, c'est que j'appelle la fonction hash to x pour le convertir en une string. Alors, normalement, franchement... J'aurais dû le mettre sur 2 lignes, mais ce que ça fait, en gros, c'est que ça me permet de récupérer une string, parce que là, j'ai un format... l'unsigned char, si tu veux, un API string, il n'en veut pas. Il veut une string au format C++. Ouais, c'est que là, il se retrouve avec un array du coup. Donc exactement, il veut pas. Donc j'utilise cette petite fonction-là, qui est un peu plus bas que je ne vous ai pas montré, qui me permet juste de passer de mon hash unsigned char à un std string. Et en fait, c'est la même chose qu'on avait tout à l'heure.
j'appelle NAPI string, new, je lui passe env en paramètre. Donc env, il était dans info, il était caché dans info, je l'ai créé au début, j'en ai pas parlé parce que ça nous intéressait pas. Mais en gros, je pourrais très bien faire un coup de... c'est la même chose que faire info point env ici. Voilà. On va assez inliner de choses pour la journée, donc on va se calmer. Et c'est tout. Donc, j'ai récupéré des values en JS, je les ai transformées en value C++, j'ai travaillé avec mon C ou mon C++, et je retourne une value, NAPI, que Node va pouvoir comprendre. Ok. J'évite En fait, c'est de- vraiment ça, c'est vraiment un bridge du coup qui te permet de convertir un input dans ton Exactement. langage cible et de reconvertir ton output dans ton autre langage cible. Exactement. Et c'est pour ça qu'en général, qu'est-ce qu'on aura? On aura un binding.cc qui va être ça, et on aura notre librairie d'un autre côté. Encore une fois, pour 4 lignes de C++, j'allais pas faire un truc. Mais c'était très clair. Ouais, in fine, tu aurais eu ta fonction hash dans un fichier Dans un autre header, et oui, voilà. hash.cc et tu aurais eu ton binding qui aurait juste Exactement. appelé cette même fonction et qui aurait fait la logique qu'on a ligne 8 et ligne 28. quoi. D'ailleurs, ce qu'on nous, on a déjà fait, notamment chez Postman, on avait créé du coup notre lib C++, on l'a précompilé au moment de la release NPM, on mettait ce binaire-là dans le package, et finalement, le seul build qu'il y avait à faire, c'était le build du bridge, et du coup, c'était beaucoup plus rapide. Et je linkais du coup dynamiquement ce binaire qui était précompilé. Bon, c'est un peu technique, on s'en fout, remarque, c'est pas très important, mais pour dire que le fait de séparer, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de précompiler les choses, de les joindre dans le package NPM, que si j'avais tout dans mon hash add-on, il faudrait qu'à la compilation, je paye le prix de la compilation de tout ce code-là. carrément. Alors que s'il est précompilé et que c'est une librairie, je vais aller dans mon binding.zip et dans dependencies ici, je vais mettre un certain flag, etc. pour lui dire, cet exécutable que j'ai mis dans tel fichier, tu me le consommes ici. Et du coup, comme lui, il est précompilé, alors là, je fais npmi et ça fonctionne tout de Ouais, suite. t'as pas quasiment. toute la phase de compilation. Exactement. Et du coup, on revient à notre native add-on, qui est un objet qui contient du coup un hash ici. Alors, ce que je faisais, c'est que je mettais tout dans des tableaux pour pas qu'il y ait de garbage collection et tout, mais c'est pas forcément très important. On peut tout à fait faire ça. Un truc un peu comme ça. Hop. Et ça marche très très bien aussi. J'ai désactivé Copilot, je suis perdu. Ok. Et donc là, ça devrait fonctionner aussi. Et du coup, on va mesurer le temps que ça prend. Donc du coup, tu fais un npmi. J'espère que j'ai rien cassé. Donc ça compile. À la fin, tu vois que quand tu as gip info OK, c'est que ça a été compilé. Et ça s'est fait au moment du npmi. Donc tu n'as pas une commande de compilation à gérer. Tu fais npmi, il comprend qu'il y a un binding, il recompile. Tu fais une modification, il recompile. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais npm start. Et alors là, on en a pour quelques secondes parce que du coup, je lui demande de hasher 10 millions de fois pour avoir un échantillon. Et je vais vous montrer que ça peut aussi... je vais vous parler des downside. Donc là, DoCrypto.js, on l'a en 8 secondes. Et j'ai fait une bêtise. Ah oui, j'ai plus cette ligne-là. Désolé, je vire. On recommence. Parce qu'à la fin, ce que je faisais, c'est que je montrais aussi que le hash sorti du premier de la fonction Node et le hash sorti de la fonction C++, ils étaient bons, quoi. Mais comme là, j'ai viré pour simplifier le code à la lecture. Du coup, je dois supprimer aussi cette ligne. Donc là, je vais être à peu près, je sais pas, 8 secondes. Normalement, ça devrait prendre la moitié du temps pour la partie native add-on. Donc ça va beaucoup plus vite. Maintenant, je voudrais vous montrer autre chose. Si je retire cette boucle... Il nous reste allez, 10 minutes. Même pas, mais c'est plus qu'il n'en faut. Mais go. Là, je retire la boucle. Là, je refais un npm start. Donc là, vous voyez l'écart, on était sur du 50% tout à l'heure, un peu plus. Mais là, regardez la différence. C'est encore pire. On a encore plus. Pourquoi? Parce que le bridging, il a un coût finalement. Là, on est rentré une fois. On a comparé deux unités de travail simples. Donc effectivement, la C++, elle l'éclate, elle rentre une fois, elle sort. Par contre, quand on fait 100 millions de fois du bridging, forcément, ça a un coût. Imaginons que j'ai fait autre chose. Et j'ai fait des tests à un moment donné. Mais je n'avais pas préparé la branche parce que je ne savais pas si on pourrait aller jusque-là. Imaginons que je fasse la loupe en C++. Je garde tous mes hash et je retourne les 10 millions de hash en JS. Mais le code C++, il est à la ramasse, quoi. Le fait de sérialiser, désérialiser une quantité de données telle... Ouais, parce que c'est vraiment cette sérialisation et en fait c'est Elle a finalement un le coût. pont entre les deux qui a un coût. Exactement. Il y a exactement les mêmes problèmes pour le coup qu'on connaît un peu plus sur du React Native qui sont carrément là. Ouais, exactement. Et du coup, on aurait pu prendre des cas où finalement JS va être plus rapide. Pourquoi? Parce que finalement, on a été utiliser les add-ons pas pour le bon use case.
Parce c'est le transport de la donnée qu'il faut. Exactement, il faut garder C'est un à coût, l'esprit que ce coût de bridging, il est coûteux. Et moi, j'avais essayé une fois, donc dans notre JS, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une fonction qui s'appelle readFile. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Ouais. En fait, readFile, c'est du coup la concaténation de 3 fonctions du file system. Et ce qu'ils ont fait pour faire le readFile, plutôt que de faire un read, un open, comme tu pourrais faire manuellement en ligne, en C, etc., ils ont fait cette fonction d'utils, mais ce qu'ils font derrière, c'est qu'ils utilisent les 3 fonctions JS. Ce qui fait que tu as le coût de bridging 3 fois. Tu rentres dans C++ une fois pour faire le open, tu rentres une deuxième fois pour faire, je sais plus quel truc, on vérifie là, un stat, c'est ça, pour vérifier qu'il y a bien un fichier au bout. Et dès que le stat nous a dit OK, ensuite on fait le read. Et du coup, on passe de C++ à JS 3-4 fois. Donc un des trucs qu'on a essayé de faire, je me suis planté parce que notre c'est pas une code base très facile, c'était de dire je rentre qu'une fois dans C++, je fais mon read, je fais mon open, mon stat et mon read et je retourne la read bytes ensuite. Mais il y avait des erreurs mémoire que j'ai jamais réussi à débugger, d'ailleurs personne n'a pu m'aider dessus. Et ce qu'on retiendra, c'est que chaque optimisation a un coût quand même. Donc, Exactement. l'usage de ce C'est pour ça outil-là, que- faut garder en tête que il y a un overhead. Exactement. C'est pour ça que j'ai pris un C'est truc au début c'est en un vrai disant cas, ouais. attention. Ouais, attention. Ouais. Non, mais C'est hyper pas la intéressant. solution pour tout. C'est juste que des fois, on sait qu'on a un travail qui est CPU intensive. Donc, on sait qu'on a beaucoup de calculs à faire, etc. Et on a envie, du coup, d'utiliser C++. En plus, ce que je montre pas là, c'est que tu peux très bien créer des promises. Tu peux très bien créer des workers asynchrones. Carrément, il y a tout un tas de... je sais pas s'ils sont là. Normalement, il y a async operation, async worker. On peut créer des workers, etc. Donc c'est une classe en fait que vous allez créer et vous allez dire ça c'est fait le job et quand c'est fini tu fais ça. C'est super simple à créer. Et là carrément, parce que de base on reste dans le même thread. Hein. C'est pas parce que j'utilise du C++ que c'est un autre thread. On reste dans le thread classique. Mais avec ça, tu peux offload le travail. Alors là, si tu as du C++ offloadé et que tu as beaucoup de travail à faire, ça peut être carrément intéressant. Carrément. Et j'ai un dernier truc à te dire, sauf si vous avez une petite question, un truc sur lequel j'ai été flou. Pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est Non, Ah, très clair. très clair. Il y a aussi NAPI RS. On n'est plus dans l'organisation Node, mais on peut faire un peu la même chose aujourd'hui avec Rust. Faut parler de ça à Gab, Mathieu. Peut-être qu'il connaît déjà. Ça se trouve, il connaît déjà. C'est Peut-être. très populaire. Il a dû en entendre parler. Il y a plein de bindings qui se font en ce moment. Moi-même, en fait, j'ai créé un projet qui s'appelle Clix à l'époque, dont j'ai parlé, qui m'a permis, en fait, d'arriver chez Postman. Donc là, j'étais en train de le refacto en Rust, justement. Et j'utilise ça. Et ça te génère quoi à la fin ? Ça va un peu plus loin, en fait. Si tu regardes bien. Alors, je sais pas si j'ai un type simple. Mais là, tu lui dis juste, ça, c'est NAPI. Il va comprendre que c'est une string. Et si tu regardes dans ton type derrière, il va créer les types correspondants directement. Donc tu vois, c'est marqué. Hein. Ok, donc il y a un peu Protège- plus de magie que... Ouais. Pourquoi je ne l'ai pas montré ? Parce qu'il faisait pas partie de la communauté Node, qu'historiquement on a ce truc-là. Mais en fait, vous les avez tous. Même en Go, je pense qu'il y a des solutions pour créer des bindings, etc. C'est juste encore une fois pour avoir tous les outils. Et celui-là est un peu plus simple à utiliser en fait. Donc voilà. J'ai un autre truc à dire après. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous voyez, finalement, il va générer le DTS pour vous. Et alors, il arrive que quelquefois, à la place de faire un dièse API, de ce genre de directive-là, on doit préciser quels vont être les types, parce qu'il y a des types complexes qu'il peut pas comprendre. Mais les 3/4 du temps, si moi je regarde là, je crois pas m'être rappelé d'avoir fait une seule fois. Boum. Ouais. Donc j'ai ma fonction Clix ici, qui retourne ça. Et si je regarde ici, Clix, ça retourne un scénario. Et il m'a exporté une classe scénario avec tous les trucs. Et donc ça, c'est assez bluffant. Donc je recommande d'aller, au moins que vous mettiez les mains dedans, que vous alliez essayer. Parce que je pense que, en fait, avoir tout ce scope à portée de main, ça nous permet de se dire que si un jour on a vraiment des gros problèmes de perf, en fait, on pourra les... Et au-delà de ça, pour Ouais, d'autres, vas-y. moi ça me fait penser à un projet que j'avais, mais il y a peut-être 5 ans de ça. C'est un projet en fait où on devait utiliser un SDK de mémoire, c'était Sony Ok. ou Canon pour des appareils. Et en fait, le SDK était juste en C++ sur un projet en Electron. Ouais. Et la solution qui avait été adoptée était dégueu. Hein. C'est il y avait finalement un CLI qui avait été fait par-dessus ce SDK C++. Et le Electron allait taper... Avec un spawn. allait spawn des commandes directement de terminal.
Et in fine, en fait, avec une solution comme ça aurait été bien plus Ouais, optimisé. c'est Bien plus pratique à l'écriture déjà, exactement. et après bien plus Et optimisé. c'est communautaire, les gens vont être contents de ça, de pouvoir réutiliser ça en JS et tout. Je reviens sur un petit truc. Ça, c'est un binaire macOS 64 bits ARM machin. Du coup, comment je fais si je veux publier sur Windows? À votre avis? C'est pas très compliqué, mais ça amène une complexité qu'il faut. C'est dans ta config de Node.js, c'est Tu lors vas du te build, créer t'as dans du ta config de multi-build. Node.js, et donc sur la CI, il va bien falloir que tu prévois tout ça. Donc à chaque fois que quelqu'un voudra maintenir un nouvel OS, une nouvelle plateforme, tu vois, une nouvelle architecture CPU, il faudra que l'ajouter. Un Donc peu comme potentiel- sur une app Electron, in fine, t'as ta Oui, config. bien sûr, exactement. de T'es build. obligé, exactement. Mais du coup, ça, il faut le savoir. Mm. Tu vas utiliser OpenSSL, ça se compile pas pareil sur Windows que sur Linux ou que sur macOS. Parce que macOS, ça va être Xcode. Sur Linux, peut-être tu vas utiliser, je sais pas moi, Makefile et puis Clang, GCC, pardon. Et puis sur Windows, tu vas utiliser leur usine Visual Studio Code. Et du coup, va falloir rajouter des flags, va falloir faire ça, va falloir les packager avec, parce que sinon, toi, tu ouvres ça, si avec le binaire Windows, au moment où tu vas vouloir lancer la librairie, ça va péter. Donc, petit détail, grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. Donc déjà, C++, on peut faire des erreurs moins en Rust, mais il faut le garder à l'esprit. Et ensuite, on parle de binaire, donc il faut prévoir chaque plateforme individuellement. Et Rust, un API RS, c'est trop simple. Tu as un espèce de CLI au début, tu sélectionnes toutes les plateformes que tu veux, et il te build tout, machin, tu le fais une fois. Et si tu veux en rajouter une, tout est prévu dans le CLI déjà pour que ce soit très facile à faire. Okay. Là où avec un Node API, c'est plus manuel, on va dire. Ok. Bon, on arrive au bout de ce podcast-là. James, je te remercie beaucoup. Tony, pareil. Ta présentation, c'était un banger. Vraiment. J'espère que c'était pas trop... Excusez-moi, vous pouvez envoyer des questions, parce que je vais mettre le code sur un repo, avec une branche de base vide où vous pouvez essayer de refaire le truc. Et si vous avez des questions, vous les mettez dans les issues et j'essaierai d'y répondre si j'ai pas été clair. Ok, très cool. Sur ça. En tout cas, merci pour ta presse et merci pour ton temps. Merci de t'être déplacé, d'avoir pris du temps parce qu'on est le matin et je sais qu'on a tous une vie de famille. Et tu as pris le temps pour nous et c'était top. Merci à James également. Et on se dit à très bientôt. Une question peut-être. Où est-ce qu'on peut te trouver? Ah oui. Déjà, j'aimerais qu'on... Désolé. Sur LinkedIn, Tony Gorez. Tony Go sur Twitter. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Tony Go. Où je publie du contenu maintenant en anglais, mais avant j'ai publié pas mal de contenu en français, et je sors un podcast tous les mois qui s'appelle MV Podcast, avec mon compère Olivier. Je fais semblant de ne pas connaître, mais je le suis. Ok. Voilà, donc retrouvez-nous là-bas. Et dans le dernier épisode, on fait aussi une petite qui sort aujourd'hui, je crois. On fait aussi un petit clin d'œil à Endzone dans les découvertes. Donc, ok, cool. James, où est-ce qu'on peut te trouver aussi? Sur LinkedIn, James Emery principalement. Ok, ça marche. Ok, et moi vous me retrouverez au prochain épisode. D'accord. Et on se dit à bientôt les gars. Ciao. À bientôt. Ciao.